Il n'y a pas que la connaissance qui libère. Quand tu ne connais pas, ne mets pas la foi, mais apprends. Bienvenue à toutes et à tous sur Kemet Télévision, au cœur de la Renaissance africaine. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, Madame, Monsieur. Aujourd'hui, nous lançons Oudjat, une émission qui n'est pas seulement un programme télévisé, mais une émission, une renaissance, une lumière portée sur l'Afrique, sur son essence, sur son âme. Oudjat, ce n'est pas qu'un simple mot, c'est un grand symbole de diligence, de connaissance, d'éveil. C'est un regard perçant sur votre passé, notre présent et surtout sur l'avenir que nous voulons bâtir. L'Afrique a une histoire riche, ses valeurs sont profondes, une sagesse ancestrale qui déborde et qui est malheureusement trop souvent ignorée et oubliée. Aujourd'hui, nous voulons ramener tout cela au premier plan. Cette émission est une invitation à la redécouverte, redécouvrir qui nous sommes réellement. C'est un espace où chaque Africain, chaque citoyen du monde peut se reconnecter à cette force qui sommeille en lui. Nous voulons explorer nos traditions, nos cultures, nos langues, nos spiritualités, nos arts, nos innovations et surtout notre place dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Le message est clair désormais. L'Afrique avance et elle avance avec ceux qui la comprennent, ceux qui la respectent et ceux qui la portent avec fierté. Oudjat sera cette voix qui interpelle, qui éduque, mais surtout qui réveille. Que vous soyez en Afrique, en diaspora ou ailleurs dans le monde, cette émission est la vôtre. Désormais, ensemble, faisons briller l'Afrique. Racontons son histoire avec beaucoup de mots, mais ses propres mots, et ouvrons la voie à un avenir où elle occupe une place qu'elle mérite et une place surtout essentielle. Bienvenue dans Oudjat, Madame, Monsieur, Mesdemoiselles. C'est ici que l'histoire commence. Je ne serai pas seule, Madame, Monsieur, lors de ces 1h30 passées de quelques minutes. Durant cet entretien, je vous promets de beaucoup de soulèvements et de surtout être avec un consultant de poigne. C'est un docteur, vous le connaissez certainement toutes et tous. C'est le docteur Todd Abonné. Il est ontologue, il est métaphysicien, mais surtout il est égyptologue. Bon après-midi ou alors bonjour, docteur Todd Abonné. Comment vous allez? Otep Kariam segment onana atangana. Ma kon min bes mina matan mina bon yuti mina mis minasi. Otep à toutes les sœurs de combat et à tous les frères de combat. Et déjà, c'est vrai, j'ai manqué à beaucoup pendant 3 semaines. Je suis de retour. Je suis justement de retour parce qu'il fallait préparer cette entrée du JAT, une émission qui est prévue depuis 4 ans ou 5 ans. Et donc j'ai décidé de faire voir le jour. Donc à partir de ce jour, chaque vendredi, vous m'aurez avec la sœur Segmet Onana Atangana. Au TEP. Merci, docteur. Alors, d'entrée de jeu comme ça, si après votre présentation, je prenais l'image d'un personnage qui aimerait savoir qui vous êtes réellement, vous lui direz quoi? Que vous êtes un docteur, un praticien, un marabout? Tout ce que je sais, c'est que les titres professeur, docteur, je ne les aime pas trop. Je préfère encore qu'on utilise l'expression expert.
Parce qu'un expert, c'est quelqu'un qui est compétent, efficace. Tout à fait. On connaît des docteurs qui sont des coques vides. On connaît des professeurs qui sont vraiment des professeurs sur le papier. Mais sur le terrain, on ne voit pas en réalité ce qu'ils produisent. Absolument. Donc, je suis un expert dans des branches de la philosophie qui sont l'ontologie et la métaphysique. En plus de ça, je suis un égyptologue. Et en plus de ça, je suis un promoteur de la culture africaine et un grand pilier de la Renaissance africaine. Donc, je m'inscris dans le sillage des grands penseurs révolutionnaires et des grands scientifiques tels que Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Ndoumbi Fakoli et toute l'élite de la pensée africaine qui s'inscrit dans le cadre de la Renaissance africaine. Mais beaucoup plus ancré autour du pilier ou dans le pilier de la pensée africaine qui tire sa source dans la vision africaine du monde. Parce qu'aucun peuple ne peut évoluer avec la vision des autres peuples. Le peuple doit connaître sa vraie vision du monde et cette vision du monde se bâtit au fil de l'histoire. Et l'Afrique a la plus longue histoire en ce qui concerne les peuples sur Terre. Vous avez été initié. Par ailleurs, oui, je suis sur le terrain. Abonné. Oui, par ailleurs, je suis sur le terrain d'initiation. Depuis des années, il faut préciser que l'initiation ne finit pas. L'initiation, c'est comme l'école de la vie, c'est toute une vie. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Que personne ne se lève pour te dire là, 3 ans d'initiation, 10 ans d'initiation, 30 ans d'initiation et qu'il a terminé l'initiation. Parce que l'initiation va jusqu'à le jour où tu laisses le corps. Le jour de la mort, là, c'est une expérience initiatique. Et même quand tu traverses, tu vas de l'autre côté, il y a une initiation que tu subis parce qu'il faut traverser l'eau. Et arriver de l'autre côté, quand tu arrives, il faut que tu saches là où on va te mettre. Et quel est le temps que tu vas mettre avant de commencer l'évolution ou avant de te réincarner. Donc tout ça, c'est une école. Donc l'école, elle est perpétuelle. Donc il y a les grands esprits dans l'univers qui continuent d'apprendre. C'est pour ça que la sagesse divine est une sagesse infinie. Merci, les présentations faites. Première question, que signifie Oudjat et quelle représente symboliquement sa signification? Oudjat, c'est un symbole qui remonte depuis l'Égypte pharaonique. C'est d'ailleurs ce symbole qui apparaît avant le nom, Oudjat introduction. C'est ce symbole-là qui est l'œil. Très bien, qui va apparaître à l'écran, oui. Avec évidemment la contribution de la réalisation. Voilà, donc ce symbole qu'on appelle Oudjat, qui existe depuis que la civilisation égyptienne a vu le jour. Très bien. Dans la chronologie courte, on situe la naissance de la civilisation égyptienne autour de 5000 ans avant l'ère actuelle. Mais dans la chronologie longue, en tenant compte des travaux du grand prêtre égyptien, Manéthon, on situe la naissance de la civilisation égyptienne à 36 000 ans avant l'ère actuelle. Donc, ce symbole est le symbole de la connaissance et la science. Mais il faut d'abord chercher à comprendre étymologiquement ce qui signifie. Oudjat, en Médounéter, c'est-à-dire en hiéroglyphe, en égyptien ancien, la langue que parlaient les pharaons, vient de Oudja. Oudja, c'est-à-dire la santé. Oudja. Donc, par exemple, quand on dit chez nous Oudjaya, ça veut dire comment ta conscience, bien que dans le sommeil, a pu traverser les turbulences de ce sommeil pour se réveiller et reprendre pleinement conscience. C'est pour cela que plusieurs personnes disent tout simplement je suis debout. Voilà, bien évidemment. Ou bien meneux. J'existe. Voilà. Donc, Oudjaya, c'est donc cette santé que tu retrouves, parce qu'il faut préciser que quand on se couche, on peut se réveiller malade, on peut se réveiller fatigué. On peut pas se réveiller mort. Être passé aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, cette question implique la santé. Parce que l'enjeu, c'est que lorsqu'on dort, notre âme, en fait, nos éléments subtils, puissent monter vers des sphères supérieures, se ressourcer en énergie et revenir nous remplir d'énergie pour que nous puissions nous réveiller en bonne santé le matin. Donc, Oudjaya, en Ewondo, en langue béti en général, signifie est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu as traversé la nuit et actuellement tu es en bonne santé? Très bien. Et donc,
dans ça, on connaît les turbulences qu'on peut rencontrer dans les rêves, les combats nocturnes. Parfois, on perd ces combats, parfois, on meurt, on cale, on ne se réveille plus. Parfois, on se réveille étant très fatigué, parfois même avec des meurtrissures sur le corps. C'est-à-dire que c'était vraiment une attaque réelle et on peut se réveiller avec soit un bras cassé, soit des griffes, soit un œil percé, etc., etc. Donc, ceux qui savent de quoi je parle. Donc, Ujaya, quand tu te réveilles dans le matin... que vous étiez vraiment dans un autre monde. Bien évidemment. Et que vous avez les séquelles voilà. de ce petit voyage, si vous voulez. Bien évidemment. Très parce qu'il y a deux niveaux de conscience. Le conscience d'éveil et la conscience du rêve. Maintenant, quand on fait fusionner les deux consciences, elles deviennent en fait une. C'est-à-dire la conscience d'éveil et la conscience... Elle devient même en réalité la vraie conscience d'éveil. C'est-à-dire que autant je suis conscient étant éveillé comme ça, autant je suis encore conscient pleinement dans le rêve et je fais dans le rêve tout ce que je veux et je remporte toutes les victoires. Autant je subis aussi les quelques désaccords, parce que c'est un combat en fait. C'est une confrontation. Il y a une guerre entre le positif et le négatif. Bien évidemment. Très bien. Et c'est pour ça qu'on dit la vraie conscience d'éveil, c'est la conscience que tu atteins où tu ne subis plus le rêve, mais où tu deviens acteur. Dans tes propres rêves. Acteur. Donc tu peux décider à ce moment-là, on décide de quoi on rêve. Voilà. De quelle direction on et va où avoir on veut dans aller. son rêve ou Voilà. dans sa vision, si vous voulez. Et où on va aller, bien évidemment. Surtout. Si je veux aller en Chine, si je veux aller aux États-Unis, si je veux aller dans mon village, ce n'est plus que quelque chose nous transporte dans le rêve et on se retrouve comme ça de manière subite, sans savoir pourquoi on se retrouve là. Donc la vraie conscience d'éveil, c'est ça en fait. Donc c'est cet éveil, cette Ujat-là, qui est donc la conscience d'éveil en fait. Très bien. Et qui ne pallie pas, qui ne trépasse pas. Et c'est pour ça que les turpitudes... La source sacrée, c'est de là que tout commence. Bien évidemment, bien évidemment. Les turpitudes, parce que cet œil est souvent mis sur la barque du dieu Ra, qui est le dieu de la lumière, donc le guide de l'univers. Et cet œil est en même temps ce soleil. Parce que le soleil dans la barque, c'est l'œil. Et la barque, c'est ce qui nous transporte d'une dimension à une autre dimension, d'une situation à une autre situation. Très bien. Mais le soleil qui est l'œil reste en éveil pour que nous puissions voir d'où viennent les attaques et nous puissions maintenir l'ordre, la justice et l'équité. À lui, les focus. Voilà. C'est son objectif en fait. Bien évidemment. Wow. Donc, Ujaya, Uja, santé. Il faut retenir déjà cette expression. Le mot santé. Ujat vient donc de Uja. Et c'est ce même Uja qu'on retrouve dans nos expressions quand on dit Ujaya. Ensuite, l'œil même en question. Parce que cet œil-là, en fait, c'est Yaret. En médounétaire, en hiéroglyphe, quand on écrit l'œil, on écrit ça, on lit ça Yaret. Et donc, si on peut nous mettre Yaret, le serpent qui se dresse, pour qu'on comprenne la connexion qu'il y a entre cet œil et voilà, nous voyons donc Yaret, c'est comme ça qu'on écrit ce symbole. On lit ça en grec Ureus, c'est l'Ureus. Donc en médounétaire, c'est-à-dire en égyptien ancien ou en hiéroglyphe, on lit ça Yaret. Yaret. Voilà. Très bien. Et c'est ce Yaret, quand on revient sur le Djat, on va constater que ce serpent-là, c'est ça qui est devant l'œil. Et si, voilà, vous voyez donc ce serpent qui est là. Tout à fait. Et ce Yaret-là renvoie à ce qu'on appelle Hu. C'est quoi le Hu? C'est la vibration, le son de l'origine qui ouvre la voie pour que la lumière puisse s'installer. Très bien. Et donc, nous voyons donc le Hu, les trois serpents, le même symbole, on va voir toujours le même symbole avec les serpents dressés. Voilà donc ce Hu que nous voyons là, qui est donc la vibration originelle qui ouvre le mystère pour qu'il y ait le premier dévoilement qui est la lumière. La boîte de Pandore pour ça. Voilà, donc on a donc s'ouvre et dévoile. On a donc le son qui se déploie, ensuite la lumière qui fulgure. Et on a donc la première signification du Djat dans cette symbolique. Et cet Ujat qui a devant Yaret, et ce Yaret qui est Hu, et en même temps Sekhmet.
Et on va voir la même vibration, le même serpent dressé, cette fois-là pas sur le front d'une déesse, mais sur la tête d'une déesse, la déesse Sekhmet, qui est donc la déesse lionne protectrice qui veille sur l'ordre, l'équité et que la vérité soit perpétuée. Donc, si on peut nous mettre l'image de Sekhmet, là voilà donc la déesse Sekhmet, nous voyons le même serpent qui est Hu, qui est Yaret, qui est ce serpent qu'on voit devant le djat. C'est ce serpent-là, elle est donc le symbole de la protection, parce que toutes les déesses dans la pensée africaine sont les déesses protectrices. En même temps, sont les déesses qui veillent permanemment sur le respect et la perpétuité de l'ordre, de l'équité et de la vérité et de la justice. Ah, donc, madame, monsieur, voyez-moi honoré de porter ce nom. Franchement, merci beaucoup. Donc, nous voyons donc la déesse Sekhmet, qui est donc l'incarnation de Hu, qui est en même temps l'incarnation de Yaret. Et nous rappelons que dans la tradition africaine, le Hu là, c'est la femme qui transmet ça à l'enfant. C'est ça que nous on appelle Ivu. Les Bassa disent Hu, ils reprennent le même terme que les pharaons utilisaient. Et nous on dit Ivu. Donc c'est la femme qui transmet donc l'Ivu à son enfant. Maintenant, il faut paramétrer, il faut paramétrer cet Ivu parce que cet Ivu peut aller dans le sens négatif comme il peut aller dans le sens positif. Donc tout dépend. Assimilé, je disais, au con, Ivu, non, Famla et autres. Le con, le Famla, c'est autre chose. Ça, c'est une sorte d'esclavage mystique qui n'a rien à voir. L'Ivu, c'est l'énergie. Nous parlons d'une énergie, d'un pouvoir. Que tout le monde a. Très bien. Maintenant, qui peut être paramétré en mal ou en bien. Voilà. C'est ça qu'on appelle en général le génie. Chacun de nous naît avec un génie. Et ce génie, il faut savoir le canaliser. Donc, quand tu hérites le génie de ta maman, qu'on appelle Hu ou qu'on appelle Ivu, il faut que ta mère, si elle-même elle est spirituellement et mystiquement disciplinée, elle va paramétrer ton Ivu pour que cet Ivu puisse produire la créativité, l'innovation, le génie qui va bénéficier à tout le peuple. Donc, nous voyons pourquoi le Hu ou le Yaret est sur la tête de Sekhmet. Parce que c'est elle qui transmet cette vibration, cette énergie. Donc, il fallait le préciser. Ça, c'est au niveau du mythe, et au niveau de l'étymologie, et au niveau de l'histoire. Ce Yaret-là, cette Udjat-là, qui est accompagné, qui est précédé par un serpent, si on revient sur le Djat, s'il vous plaît. Dans le mythe, si vous pouvez nous remettre l'image de le Djat, voilà. Nous avons donc devant le Hu qui ouvre le chemin. Et nous avons la lumière qui suit. Et nous avons derrière l'intuition. Très bien. Donc, le vautour qui est derrière, c'est en même temps une divinité féminine qui est Mout. Devant, nous avons Sekhmet, derrière, nous avons Mout. Donc, nous avons la divinité qui protège devant et la divinité qui protège derrière. Les deux divinités protègent quoi? La lumière, la connaissance. La lumière protectrice. Voilà. Ah oui. La lumière qui est donc le symbole de la connaissance et qui est le symbole de la vérité. C'est-à-dire, et cette lumière suit donc la vibration Hu. Très bien. Et derrière, cette lumière est protégée par Mout, qui est une déesse. C'est pour ça que les deux ailes sont déployées en signe de protection. Voilà. Très bien. Donc, on retrouve ça, c'est le mythe dans le mythe. On retrouve Udjat dans le livre de la vache du ciel, dont la déesse Hathor est la figure majeure. Et je rappelle que Sekhmet n'est qu'une autre figure de la déesse Hathor. En fait, c'est une même divinité. Hathor, qui est le symbole de la beauté, de l'amour, de la séduction, de l'art, de la musique, de la vibration, de la transmutation spirituelle, etc., etc. Elle revêt une autre figure. Quand il faut appliquer la justice, elle devient donc Sekhmet. Donc c'est en fait une divinité qui a un rôle polarisé, c'est-à-dire... Dans tout ce que vous dites, docteur Totaboné, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Hein. Il faut toujours trouver, sauf en tant qu'être, cet équilibre-là. Oui, mais sauf que chez Sekhmet ou Hathor, il n'y a ni positif ni négatif. Dans la mesure où la justice, s'il faut l'appliquer, c'est une bonne chose. S'il faut
rétablir l'ordre, c'est une bonne chose. S'il faut perpétuer la vérité, c'est une bonne chose. Vous présenter comme des dieux, c'est une évidence. Oui, bien évidemment. C'est une évidence qui ne présente que le bon côté. Oui. Puisque cela doit toucher les hommes, les autres. Oui, forcément. c'est vrai, je voulais en venir. Oui. Dans le sens négatif, les énergies chaotiques et négatives sont généralement attribuées au masculin, pas au féminin. C'est vrai que la femme aussi, en naissant de l'homme et de la femme, peut prendre une partie de son père. Évidemment, oui. Mais la femme, dans son origine, dans sa transcendance, revêt la perfection dans sa transcendance. C'est lorsqu'elle entre dans l'univers de la mixité, c'est-à-dire que l'homme et la femme doivent aller ensemble, parce qu'à l'origine, la première manifestation de la divinité est féminine. Et cette première manifestation s'est différenciée, et de là, l'homme est sorti. Chez les autres, on dit que c'est plutôt la femme qui est sortie de l'homme, mais chez nous, c'est plutôt l'homme qui est sorti de la femme. Très bien. Et une fois, les deux se sont donc mis en termes de miroir, ils ont encore recommencé à se mélanger donc pour perpétuer l'espèce telle que nous voyons aujourd'hui. La première manifestation, elle est mystique. Ce n'est pas de l'ordre de la connaissance humaine, mais c'est de l'ordre des principes métaphysiques auxquels on peut accéder par la voie de l'initiation, ou alors par la voie des textes sacrés comme celui-ci, le livre de la vache du ciel. Donc, la déesse Hathor est Sekhmet. Elle est parfaite dans ces deux œuvres. L'œuvre de la séduction, l'enseignement de l'amour, la maîtrise de l'art, la danse, la musique, la déesse de la beauté, etc. etc. De la protection. De l'autre côté, c'est toujours un côté positif. Protectrice de l'ordre, protectrice de la vérité, protectrice de la justice. Justicière, très bien. Voilà, donc on voit que dans les deux polarités, Hathor Sekhmet, c'est la perfection. Parce que s'il n'y a pas l'autre côté, qu'on enseigne seulement l'amour et autres, s'il n'y a pas la force pour maintenir la justice et l'ordre et l'équité, on sombrera dans le chaos. Donc, Sekhmet, c'est Hathor. Hathor, c'est Sekhmet. Voilà. Ça, c'est ce qui transparaît d'ailleurs dans ce document, le livre de la vache du ciel. Et il est dit ici, en ce qui concerne l'Ujat, on dit Iou Yaret Iou Yaret Ker Wa Iou Imek. Je reprends. Iou Yaret Ker Wa Iou Imek. Que ton œil, là c'est l'énéade qui s'adresse au dieu solaire. Que ton œil donc soit envoyé à la rencontre de ceux qui complotent contre toi. Et ceux qui complotaient contre la divinité, c'était les masculins, les hommes, à cause de leur audace, leur impulsivité et leur agressivité. Parce que l'impulsivité et l'agressivité masculine lui donnent l'audace et la prétention de vouloir défier même l'ordre divin. Et on le voit aujourd'hui même avec la civilisation actuelle, comment les hommes transgressent les lois divines, et on ne veut même plus que l'homme existe, on veut commencer maintenant à fabriquer les hommes dans les laboratoires, etc. etc. Voilà, avec même les transgenres et tout ce qu'on connaît, les greffes d'organes, les gens qui changent de sexe et tout ça. Et donc, tout ça sous le haut patronage de l'IA, intelligence artificielle. Voilà. Monsieur, voilà. Vous devez savoir les avancées de ce monde, et l'Afrique doit aussi quelque part peut-être essayer de s'arrimer, vous ne pensez pas, à ces actualités-là? Non, pas, il faut être... Puisque d'ailleurs nous parlons d'une renaissance africaine. Oui, il faut être au courant. Il faut être au courant de ce qui se passe dans le monde. Nous devons avoir des gens qui font la recherche de pointe dans ce domaine, mais pour proposer une voie alternative. Parce que la voie que les autres, vers laquelle ils veulent nous conduire, c'est la catastrophe, c'est la destruction de l'humanité. Et ce qui entrerait dans nos objectifs, notre idéal. Dans notre idéal de vie. Bien évidemment. Ça, oui. Voilà. Donc, la deuxième partie, c'est que le texte dit Haï SM Hathor. Qu'il descende sous la forme d'Hathor. Cet œil-là descende sous la forme d'Hathor. Donc, que l'œil de la divinité soit envoyé à la rencontre de ceux qui complotent contre elle, contre lui. Ensuite, on dit que cet œil descende sous forme d'Hathor.
Donc la déesse justicière, qui n'est rien d'autre que Sekhmet, comme on était en train de le dire. Donc, en fait, que veut dire cela? Cela veut dire tout simplement que le divin, dans sa manifestation, manifeste l'ordre, l'équité, la beauté, la justice et tout cela. Et une fois qu'il y a des tumultes, cette divinité elle-même prend des dispositions pour établir l'ordre. Donc, en résumé, voilà ce que le mythe nous raconte. Et pour établir l'ordre, la divinité maîtrise les lois, puisqu'elle-même incarne ses lois, puisqu'elle-même est ses lois. Le vrai concept du divin chez nous, c'est la loi. Dieu est loi. C'est pour ça qu'on lui-même, si... règles et voilà, voilà. Tout ce que cela comporte. Voilà. Oui. Et donc, l'Ujat, en termes de santé, en termes de protection, en termes de connaissance, en termes de lumière, en termes de justice, en termes de vérité, est donc l'œil qui veille permanemment sur l'univers et dans la vraie nature de l'homme. C'est ce que les autres appellent parfois conscience. Parce que ce n'est pas seulement l'œil. La pensée même aussi, c'est un voir, un comprendre. Quand je te dis quelque chose, tu dis, ah, je vois. Mais je suis en train de t'expliquer un truc, mais au lieu de dire tu comprends, tu dis plutôt tu vois. Voilà, donc c'est exactement la même chose. On va donc évoluer en interprétant le djat dans sa dimension métaphysique. Le djat dans sa dimension métaphysique se décline à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, là nous entrons au niveau de la manifestation de l'Ujat et du rôle de l'Ujat. Très bien. Dans la manifestation de l'Ujat, la nature de l'Ujat est d'abord le se laisser montrer et le comprendre qui s'accomplit avec lui. Qu'est-ce qui se laisse montrer? Ce qui se laisse montrer, en fait, c'est l'être. L'être n'est pas quelque chose de palpable. L'être n'est pas quelque chose qui a une forme particulière. L'être n'est pas quelque chose de mesurable, de quantifiable. L'être est une nature ineffable, inconnaissable, qui reste cachée et voilée. Et sa première manifestation est donc le Hu que nous avons indiqué, qui est la vibration qui ouvre le chemin pour le dévoilement. Tout à fait. Et nous entrons dans le se laisser montrer, dans l'ouverture. L'être se laisse montrer et en se laissant montrer, il y a le comprendre qui s'accomplit avec lui. Et ce comprendre est donc la lumière qui est dans le djat, qui a pour but de prendre en vue l'être et de pouvoir le saisir et de pouvoir le comprendre dans la mesure du possible et de pouvoir expliquer ce que c'est en fait. Donc, nous avons dans le premier niveau le se laisser montrer et le comprendre qui s'accomplit avec lui. Nous avons le deuxième niveau, l'œil, l'ujat, est l'éclair de la prise en garde de l'être. Nous voyons que les deux maximes, parce que j'ai résumé la présentation métaphysique et mystique de l'ujat en quelques maximes. Donc, la première maxime, c'est le se laisser montrer et le comprendre qui s'accomplit avec lui. La deuxième maxime qui suit exactement la première, c'est l'œil est l'éclair, c'est-à-dire la vibration, de la prise en garde de l'être. C'est-à-dire, une fois que le ouf s'avance, ouvre la voie, l'éclair suit, et une fois cet éclair se déploie, elle atteint son seuil maximal et elle s'enroule en elle en termes de compréhension. Le comprendre est donc la saisie du mouvement de départ vers le mouvement d'accomplissement qui jaillit comme une lumière et qui prend en même temps en vue la source de jaillissement et sa situation actuelle. Donc, nous avons deux états de manifestation. La première qui est l'ouverture de la source, la deuxième qui est le jaillissement de la lumière en suivant ce qu'on appelle le Hu, c'est-à-dire l'ouverture. Et le troisième niveau de la compréhension de l'Ujat est donc l'œil engagé dans l'ouverture est la clarté, l'éclair fulgurant qui suit l'ouverture et s'installe en vue. Je reprends. L'œil engagé dans l'ouverture est la clarté, l'éclair fulgurant qui suit l'ouverture et s'installe en vue. L'éclair, comme j'étais en train de l'expliquer tantôt, cet éclair qui fulgure, une fois que cet éclair atteint le seuil de son mouvement, elle s'enroule en elle comme un serpent qui s'enroule
et s'installe donc en vue. C'est pour ça que l'œil est présenté sous forme circulaire. Exactement. Si on peut revenir sur le Djat, voilà. Oui. Vous voyez donc le serpent qui est donc la vibration qui se déploie. Et l'œil donc, nous voyons donc l'enroulement qui est à l'intérieur. Cet œil qui est une forme donc de spirale. Quand on voit l'œil humain, on voit la spirale. C'est-à-dire le blanc, le gris et le noir qui est comme le trou noir qui est à l'intérieur. C'est exactement la même chose que nous voyons à ce niveau. Donc nous voyons le serpent qui est le symbole de la vibration. Ensuite nous voyons l'enroulement qui est le symbole du soleil, qui est le disque solaire. Mais de l'autre côté, on voit aussi quelque chose qui se déploie comme l'escargot, comme un limaçon, qui est une spirale vers le bas, qui est donc le symbole de l'ouïe, c'est-à-dire le son. Donc, l'œil et la vue sont unis autour d'un même principe vibratoire, c'est-à-dire la vibration produit le son et la lumière. En fait, c'est lorsque la vibration est accélérée qu'elle devient lumière. Mais elle est d'abord vibration. Donc, nous voyons deux choses apparemment sur le plan visible du corps humain. On a l'impression que l'œil est à part, l'oreille est à part, etc., etc. Et pourtant, les deux sont liés. Et ce sont les deux qui produisent ce qu'on appelle la compréhension, la connaissance. Donc, on n'entend pas les yeux et on voit par les oreilles. La vue entendante et l'entente voyante. Les deux sont connectés. Donc, et cela se fait saisir. Et cela se fait saisir dans l'expression qu'on appelle la compréhension. Parce que dans la compréhension, il y a l'entente. Dans la compréhension, il y a la vision. Les deux sont unis. Donc, on comprend que l'œil et l'oreille sont unis à travers le symbole Ujat, qui est donc le symbole de la connaissance, le symbole de la compréhension. Et le symbole de l'écoute, le symbole de la vision, est donc rassemblé dans tout ça. Ensuite, le quatrième point de compréhension, le se porter et se faire transporter par la clarté de l'éclair qui resplendit en se spatialisant et installe la vue. Je reprends. L'Ujat est le se porter et se faire transporter. Le se porter, le se faire transporter par l'être, par la clarté de l'éclair qui resplendit en se spatialisant et installe la vue. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le se porter, c'est s'engager dans l'ouverture ouverte par le roux. Très bien. Dans le porte entrouverte, voilà, qui laisse déjà entrevoir la lumière. Voilà. Oui. Et le se fait transporter donc par la vibration originelle. Très bien. On se fait transporter cette clarté, donc par la clarté de l'éclair, cet éclair qui jaillit. Qui est la connaissance, hein. Voilà. Écoutez bien, madame, monsieur, et la lumière. Comprenez bien, oui. Qui resplendit en se spatialisant, c'est-à-dire en occupant l'espace. Très bien. Et s'installe en vue, c'est-à-dire la connaissance. La vue est un surgissement originel qui entre dans l'ouverture originelle et qui s'installe après l'accomplissement de la figuration, c'est-à-dire du mouvement de l'éclair, et s'installe donc en vue, c'est-à-dire en connaissance. L'autre niveau de l'Ujat, c'est l'œil, la vision qui, regardant originairement, envisagea par là pour la première fois en la projetant dans la prédominance, l'ébauche, et en l'installant ainsi, produisit l'œuvre. Qu'est-ce que cela signifie? Une fois donc que la vue s'est installée en compréhension, cette vue qui s'installe en compréhension se tourne vers la source pour voir les émanations qui jaillissent de la source et quelles sont ces manifestations qui jaillissent de la source. C'est l'œil donc qui prend déjà en vue d'abord ces émanations, ces informations qui viennent de la source. Très bien. Et finit aussi de prendre en vue sa vraie nature. Parce que l'œil doit aussi prendre en vue sa vraie nature, la nature de l'œil. Qu'est-ce que je suis en tant qu'œil? Mais l'œil n'est pas seulement en train de regarder vers la source. Le deuxième effort que l'œil va produire, c'est reproduire ce qui vient de la source pour manifester l'œuvre, installer l'œuvre. On appelle ça contempler et créer. La contemplation vers la source de manifestation et la création. Donc,
On est donc là dans ce que certains appellent souvent le démiurge. C'est-à-dire cet œil qui s'engagea dans l'ouverture originelle pour percevoir la source de vibration, la comprendre et pouvoir donc produire l'œuvre. Je reprends donc l'œil, la vision qui regardant originairement, c'est-à-dire vers la source, envisagea par là pour la première fois, en la projetant dans la prédominance, l'ébauche, et en l'installant ainsi, produisit l'œuvre. Et cette œuvre dont l'ébauche n'est pas encore une œuvre parfaite, parce qu'à chaque fois, cet œil doit toujours être en permanent engagement vers la contemplation de la source pour le perfectionnement de l'ébauche. Parce que quand on dit l'ébauche, c'est l'entame de quelque chose qui doit être perfectionné. Donc il y aura toujours un regard vers la source et un perfectionnement de l'œuvre qui au départ est l'ébauche. Et cette œuvre, une fois accomplie, n'est plus l'ébauche, devient donc une œuvre accomplie. Et une fois l'œuvre est accomplie, cette œuvre devient donc une œuvre parfaite. Nous sommes au 6e niveau. Cela rejoint le chapitre 17 du livre des morts que j'ai ici. Chapitre du livre, on appelle ça le livre des morts, mais c'est le livre de sortie à la lumière. C'est un Allemand qui a traduit ça en livre des morts. Donc, dans le chapitre 17, on dit Maha em gere inenef em heru. C'est-à-dire, je suis celui qui regarde dans le noir et qui ramène au jour. À la lumière. À la lumière. Très bien. Et donc là, on est dans la nature du M hiéroglyphique qui est symbolisé par le hibou. Très bien. Le hibou est l'oiseau qui voit dans la nuit et qui voit en journée. En journée. Bon, c'est vrai que le chat aussi. Mais je parle de l'oiseau parce que l'oiseau est le symbole de l'esprit. Donc, le hibou, quand même il chante, il produit 9 sonorités avec la femelle. Le mâle dit hou 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 hou. Ça fait 7 vibrations, 7 tons. Et la femelle vient dire wouh. Les deux dons de la femelle qui wouh wouh, ça fait 2. Ça fait 7. Les deux combinés, ça fait 9. Et chez nous, la magie, le maximum de la magie, le terminus de la magie, c'est le nombre 9. C'est vrai que chez les autres, ils s'approchent trop sur le nombre 7. Notamment les Hébreux, les Juifs et autres. Mais chez nous, le terminus d'ailleurs, c'est le dernier nombre. Avant de recommencer à 1, après on met 0. Donc, quand on commence à 0, 1, 2, on arrive à 9. On recommence. Maintenant, on combine les chiffres pour produire 1 million, 25, 40. On reproduit juste les chiffres, les nombres de base. Et donc, ce nombre sacré qui est dans le 9 est donc l'accomplissement de l'œuvre divine. C'est pour ça que celle qui transmet le roux, qui est donc Sekhmet, doit avoir une gestation de 9 mois avant donc d'accoucher. Ok, nous allons revenir et parler de cette renaissance-là au travers de vos explications, Dr Tota Bonnet. Nous allons notamment parler du choix. Après toutes ces explications-là, pourquoi avoir choisi justement le nom de cette émission, ce nom-là, l'a donné à cette émission. On en reparle tout à l'heure, le temps pour nous, madame, monsieur, puisque nous sommes à plus de 30 minutes d'entretien, le temps pour nous justement de respirer un peu et de nous retrouver. Merci de garder un œil sur Kemet Télévision au cœur de la Renaissance africaine. Vous êtes sur l'émission Oudiat et c'est la première sortie. Madame, monsieur, à tout de suite. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine.
Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Devenez propriétaire en toute sécurité avec le groupe Fanfan Satisfaction. Vous rêvez d'un terrain bien situé pour bâtir votre maison ou réaliser un investissement rentable? Groupe Fanfan Satisfaction vous accompagne avec des offres fiables, sécurisées et accessibles dès 5000 francs CFA par mètre carré. Nos atouts: terrain disponible dans des zones stratégiques, sortie nord, est, littoral, sud de Yaoundé et bien d'autres environs de la capitale. Morcellement bien étudié pour un aménagement optimal. Expertise géomètre pour une délimitation précise. Transaction sécurisée par devant notaire pour une garantie juridique totale. Maison et véhicules également disponibles à la vente. Avec Groupe Fanfan Satisfaction, faites le choix d'une transaction simple, rapide et sans risque. Contactez-nous dès maintenant sur WhatsApp au +237 673 75 15 57 pour une estimation gratuite ou pour plus d'informations. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et c'est Amadou Ampaté Ba qui l'a dit. Madame, monsieur, nous sommes ravis de vous rejoindre à l'instant puisque vous arrivez. Et c'est la suite de notre programme Oudjad. Nous sommes à l'introduction et je ne suis pas seule dans ce plateau, vous l'aurez évidemment remarqué. Je suis en compagnie du docteur Tot Abonné, je vous l'ai dit, d'entrée de jeu. Il est ontologue, il est métaphysicien et évidemment, il est égyptologue aussi. Il nous l'a dit, il n'est pas marabout, il n'est pas praticien, mais il aime quand on lui donne la casquette d'expert. Et c'est cette casquette d'expert-là que nous mettons en exergue aujourd'hui. Docteur, tout va bien, toujours sur le plateau, tranquille? Oui, tout va bien. Voilà, nous allons poursuivre les explications justement de l'Oudjad, de l'œil de lumière, l'œil qui conduit à la lumière et qui assoit la connaissance. Vous étiez en train de l'expliquer et je pense qu'on était à l'explication 6. Ouais. Justement, il va nous rester le numéro 7 et 8. Et le 8. Docteur. Effectivement, j'ai apprécié la citation que tu as faite tout à l'heure, en rapport avec la mémoire. Oui, tout à la fait. mémoire, c'est toujours cet œil. Cet œil est non seulement le passé, le présent, le futur, mais en même temps la source. Parce que cet œil jaillit de la source et garde en mémoire le passé et garde en vue. La garde en vue. C'est-à-dire qu'en regardant permanemment, c'est la source de son jaillissement. Oui, parce que c'est de là où part tout ce chemin. Voilà, ce chemin. Donc il y a toujours un regard. Il ne vient pas de nulle part. Il a une source effective. Et ce regard permanent est un regard pédagogique. Très bien. Et didactique. Très Est bien. un regard épistémologique même, je dirais, en termes de quête, en termes de recherche. Parce que la quête consiste toujours à replonger dans son passé Très pour bien. voir ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on a perdu, là où on a échoué, etc., etc., pour perfectionner, c'est-à-dire l'avenir que tu as mentionné. Tout à fait. Donc, Tout à fait. constamment, la présence se porte vers le passé pour pouvoir se projeter vers le futur. Donc, c'est le même engagement. Quand on a dit l'œil, la vision qui regardant originellement, envisagea par là pour la première fois en la projetant dans la prédominance, l'ébauche et l'installant ainsi produisit l'œuvre. Donc, on a aussi dit Ma M Guéret Inenef M Hérou, c'est-à-dire ce qui voit dans le noir
dans le mystère et qui ramène au jour. Bien évidemment, à la lumière. Et en installant ce qu'on appelle l'ébauche. Et à chaque fois, en regardant dans le mystère, c'est pour perfectionner cette ébauche-là. Donc, pour que cette ébauche devienne une œuvre accomplie. Voilà. Wow. Et c'est en cela que j'expliquais donc que la femme qui est Sekhmet, qui transmet donc le Hu, qui est l'ouverture de base, l'ouverture fondamentale, doit opérer une gestation de 9 mois. C'est pour ça qu'on a parlé du 9 là, qui est le nombre sacré, pour pouvoir donc accoucher. C'est-à-dire un accomplissement qui est donc l'engendrement d'un nouveau-né. Tout à fait. Et qui naît en bonne santé, c'est-à-dire Oudja. On revient sur le même Oudja. Je suis debout, je suis vivant, j'existe. Voilà. Très bien. Et la santé du bébé doit s'exprimer par le cri qu'il pousse. C'est-à-dire la vibration, le même Hu qui est parti, le son de l'origine. Et c'est évidemment ce cri-là qui détermine si la santé de l'enfant. Si c'est un enfant masculin ou féminin, bien évidemment. Donc, nous sommes en train de suivre le même processus depuis les principes métaphysiques jusqu'à, en prenant l'exemple même de la gestation de l'enfant jusqu'à l'engendrement. C'est exactement la même chose qui se poursuit. Donc, au 7e niveau, on est donc le regard au travers de son brillant abrite en retrait ce qu'il regarde dans le regarder. Mais du même coup, le regarder garde dans le brillant l'obscurité abritée en retrait de sa provenance en tant que non éclaircie. Le regard au travers de son brillant, c'est-à-dire de sa lumière, abrite dans son secret ce qu'il regarde. C'est-à-dire, cet œil engagé vers les mystères, contemplant ces mystères, retient ce qu'il contemple de ces mystères. Il garde cela. Dans le regarder, il garde ce qu'il regarde. Ensuite, dans le brillant, qui est sa vraie nature de l'œil ou du soleil, l'obscurité abritée en retrait de sa provenance en tant que non éclaircie. Cette obscurité, c'est ce que l'œil garde en regardant les mystères. Mais en même temps, cet œil lui-même demeure un mystère pour lui-même. Donc, il y a deux types de mystères qui doivent être dévoilés. Le mystère contemplé par l'œil, dont le dévoilement est donc la production de l'ébauche, et le mystère de l'œil lui-même qui doit s'expliquer et s'expliciter. Pour pouvoir perfectionner. Il ne se déporte jamais, il reste ancré en lui-même. L'œil! J'imagine qu'il représente une autre connaissance. Comment accéder à cette connaissance-là à ce moment-là? C'est pas la voie de l'initiation. Très bien. Donc, il y a le regard, qui est l'initiation originelle. Il y a aussi le regard en soi, qui est la découverte de soi. Donc, l'œil doit connaître sa vraie nature et sa fonction. Oui. L'œil doit comprendre ce que les mystères lui révèlent. Donc il y a un double dévoilement. Un dévoilement de l'être, qui est le mystère des mystères, et un dévoilement de la nature de l'œil. Donc c'est les deux natures, une fois dévoilées, dans la mesure du possible en ce qui concerne la connaissance, on peut donc parvenir à ce qu'on appelle l'accomplissement de l'œuvre. Sinon, l'œuvre va rester ce qu'on appelle l'ébauche. Et ça ne sera jamais une œuvre accomplie. Tout simplement imparfaite. Tout simplement une œuvre imparfaite. Voilà. Donc, le 8 est donc, le djat est le voir et l'entendre. L'entendre et le voir qui porte la clarté sur ce qui est caché. Je reprends. Le djat est le voir et l'entendre. L'entendre et le voir qui porte la clarté sur ce qui est caché. Là, nous rejoignons l'union, la fusion entre la vision et lui. Qui, encore la vision et encore lui. Bien évidemment, qui fusionne donc dans ce qu'on appelle la conscience ou la compréhension. Dans la compréhension, on a donc la saisie des essences et sur la base de cette compréhension, on est donc capable de parvenir à ce qu'on appelle l'explicitation. Très bien. Et c'est dans l'explicitation que les mystères peuvent donc être dévoilés à ceux qui n'y ont pas eu accès à l'origine. On est donc là dans des étapes de dévoilement où le mystère des mystères que l'être s'ouvre, dévoile l'œil. L'œil s'engage encore derrière pour je sors d'où. Et c'est pour ça que le bébé est toujours accroché à sa mère. Et il tête toujours, il est toujours, avant de découvrir son père, il y a d'abord cette fusion qui reste avec la source. Cette connexion
comment je dirais, elle est tellement forte. Naturelle. Elle est tout simplement naturelle. Voilà. Elle ne peut pas se délier, impossible. Voilà, donc c'est pour ça que lors des premiers jours, des premiers mois, l'enfant s'identifie d'abord à sa mère. Tout à fait. Avant de découvrir que lui-même il est quelque chose de différent. Il croit qu'il est sa mère et que sa mère est lui. Et lui. Donc c'est exactement le même phénomène de l'œil dégagé de la source qui se retourne pour contempler la source et découvrir les émanations qui jaillissent de la source. Et une fois que cet œil se retourne, projette donc ces émanations et produit ce qu'on appelle l'ébauche. Maintenant, cet œil en permanence doit toujours se tourner vers la source pour perfectionner. C'est d'où le mouvement circulaire des planètes. Très bien. Très bien. D'où un renouvellement continu. Voilà. En fait, une donc, actualisation. on est donc dans un mouvement qui part comme ça et un mouvement qui revient toujours comme ça. Oui. Quand on revient, c'est pour retourner à la source. Quand on part comme ça, c'est pour déployer la créativité, la création. Donc, on a, dans les rites initiatiques, notamment chez les Baka, ils ont le génie, leur génie qu'on appelle Ijengi, qui opère justement ce mouvement. Il revient comme ça. Circulaire. Il revient comme ça. Circulaire. Voilà, il revient, c'est-à-dire de droite à gauche, de gauche à droite. Mais à un moment, certains pourraient dire que c'est un mouvement de stagnation. Non, pas du tout. On ne décolle pas, qu'on reste sur place à tourner en rond. Non, on ne tourne pas en rond parce que l'Ijengi, non seulement c'est... alors que pendant que ça tourne, c'est un jeune engrenage, c'est là où tout se fait. Il y a le processus de renouvellement perpétuel. Très bien. Le renouvellement perpétuel consiste à ce que, en se retournant à chaque fois vers la source, on a des nouvelles informations. Parce qu'il y a toujours des nouvelles informations qui sont issues de la source. Et ce sont ces informations qui amènent donc à perfectionner l'ébauche. C'est pour ça qu'on parle de l'ébauche et du perfectionnement de l'ébauche. Très bien. Voilà, qui doit devenir donc une œuvre accomplie. Et une fois cette œuvre est accomplie, pour pouvoir se régénérer, elle doit retourner vers la source, puiser de nouvelles énergies. Parce que la source est la source de connaissance, la source d'énergie. Et c'est une source de connaissance intarissable qu'on ne peut pas saisir. Voilà. Oui. Et on va donc constater que tous ceux qui ont œuvré dans le domaine de la créativité ont toujours fait ce mouvement. C'est-à-dire le mouvement de droite vers la gauche, c'est-à-dire le retour replongé dans la mémoire, la conscience de l'univers, ou de la mémoire de l'univers, et revenir maintenant voir est-ce que ce qui a été fait hier était bien fait. On doit perfectionner. C'est pour ça qu'il y a toujours des innovations. Mais sauf que, en ce qui concerne le domaine de la science, il y a eu des errements, des égarements où l'homme a commencé à vouloir défier donc les lois de l'univers. Mais l'œil qui est l'Ujat ici, qui est l'œil du justicier, l'œil de la vérité, l'œil de l'ordre, l'œil de l'équité, c'est un œil qui non seulement doit constamment s'inspirer de la connaissance de la source, issue de la source, des énergies issues de la source, mais de continuer de préserver l'ordre, l'équité, la justice et la vérité. Mais surtout nous garder à cette perpétuelle et nous garder toujours en santé. Oui, parce que Oudia, il faut toujours tirer. Donc, celui qui connaît doit toujours être en santé. Celui qui connaît doit toujours être victorieux. Celui qui connaît doit toujours maintenir et pratiquer la justice. Celui qui connaît doit toujours œuvrer pour l'ordre, l'équité et l'harmonie. Voilà donc le concept Oudjat, déplié dans toutes ces dimensions. Super. Et le dernier niveau donc est la dimension protectrice. Parce que la connaissance est donc l'œuvre accomplie qui nous permet aussi de nous préserver contre toutes les attaques. Et on a vu là tout à l'heure. Donc la connaissance est la voie du salut. La connaissance est la voie du triomphe. La connaissance est la garante de la santé. Donc, effectivement, de la réussite, docteur. Et de la réussite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les anciens portaient toujours cette Oudjat au niveau du cou en termes de protection. Voilà, cette œil-là qu'on voyait là. Donc, ils portaient cette œil-là au cou comme un pendatif pour dire j'ai la clarté. Et symboliquement aussi, on voyait ce serpent qui est Yared là sur le front de Pharaon. C'est le même symbole qu'on retrouve chez les Indiens avec le point qu'ils mettent sur le visage. Très bien. Donc, le point de protection est chez nous dans la tradition africaine. Quand on commence à initier à certaines phases, on utilise quelque chose que dont je ne vais pas donner le nom ici, pour protéger
ta lumière protectrice. Protectrice. Et cette lumière protectrice, si elle n'est pas protégée, on va te voler ton étoile et on va l'utiliser autrement. Donc, chacun de nous doit accéder donc à la connaissance, c'est-à-dire le djihad, pour pouvoir se protéger, être toujours en santé, être prospère, préserver la vérité, la justice, l'ordre et l'équité. Merci Au beaucoup, Dr Tot Abonné. Après toutes ces explications très profondes, mais surtout très inspirantes, on a envie de vous poser la question à savoir pourquoi justement avoir allié toutes ces belles explications dont je parlais à l'instant à ce concept justement d'émission. Pourquoi avoir donné justement le nom Oudjat à ce programme? Est-ce que c'est pour justement que les téléspectateurs et téléspectatrices profitent justement de tout ce que vous venez de nous citer au travers de ces belles avancées-là, de ces belles choses-là? Oui, l'émission Oudjat n'est pas a été visualisée depuis il y a 4 ou 5 ans. Kemet TV n'avait pas encore commencé à émettre. Très bien. Mais il était déjà un projet. Chacun a porté son émission. Et le rôle de l'émission, tel qu'il est nommé Oudjat, c'est d'apporter la clarté dans l'ignorance, la connaissance dans l'ignorance, la clarté dans les ténèbres. C'est d'apporter la vie là où il y a la mort. Notre environnement étant que ça dans le noir. Notre environnement grouille dans un système de manipulation de masse incroyable. Où j'ai vu tout récemment un pasteur qui demandait à 2 hommes de baisser leurs pantalons et de tendre leurs anus. Et ces hommes ont fait ça devant une foule. Et une fois, le pasteur dit qu'il y a les démons dans leurs anus là-bas et que ces démons vont sortir par les anus. Docteur, est-ce que le problème de l'Afrique, ce sont les églises et ces prophètes et ces prêtres-là et cette parole-là? Le problème de l'Afrique, c'est tout ça. C'est-à-dire l'éducation. Qui a été brisée, l'éducation traditionnelle a été brisée par la colonisation. C'est-à-dire la manière dont nos anciens éduquaient nos enfants par la voie de l'Oudjat, tel que j'explique, a été brisée pour une éducation coloniale, individualiste, matérialiste, prédatrice et perverse. D'où mercantiliste. Quand on dit matérialiste, c'est mercantiliste. Absolument. Donc, on peut donc utiliser la connaissance pour manipuler et endormir les autres. Et bon, ça peut ne même pas être la connaissance, on peut utiliser le mensonge. Comme dire à quelqu'un qu'il a les démons dans l'anus et que ces démons vont sortir par l'anus. Ça, c'est tout simplement un mensonge et un niveau de manipulation incroyable. On parlait de manipulation. Voilà. Oui. Donc, quand quelqu'un est dépourvu de connaissances, on l'utilise donc. C'est pour ça que Oudjat devient donc la lanterne, la lumière, pour permettre aux uns, aux autres, aux unes et aux autres, de rester branchés vers les informations de la source. Un des objectifs de Oudjat serait peut-être de les déconnecter à toutes ces croyances-là, à tous ces enseignements-là? Oui, bien sûr, l'objectif d'Oudjat, c'est de permettre aux Noirs, l'un des objectifs. Vous pouvez vraiment gagner le challenge ou alors le défi de déconnecter des personnes de ce qui fait leur quotidien, parce que c'est devenu, ces églises-là sont devenues comme des cultures, sont comme devenues des lieux où si on n'y va pas, c'est plutôt un problème pour vous. Hein? Oui, bon. Vous en êtes conscient? Je sais, je suis très conscient de ce fait. Comment mais séparer les gens de ces endroits-là? Oui, mais moi-même... Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Moi-même, j'y étais. Abonné, justement. Moi-même, j'y étais par le biais de ma mère. Mais c'était à quelle occasion? Vous avez aussi eu des problèmes à un moment donné de votre vie? Non, c'est que... Le Saint-Esprit? Non, c'est que quand j'étais enfant, on m'a mené à l'école de dimanche. Après, quand je suis devenu adolescent, maman me donnait toujours la Bible. Dans les églises de sommeil, là, on va prier Jésus, on criait le nom de Jésus à gauche et à droite. Mais à cause de ma propre curiosité, en lisant la Bible, j'ai découvert tout un système de mensonges. Et quand j'ai découvert l'égyptologie, c'était ma délivrance totale. Et c'est pour ça que j'ai créé donc cette émission, qu'elle devienne une lanterne pour expliquer aux Noirs la vraie nature de la divinité. Très bien. Contrairement à ce que dit la Bible ou contrairement à ce que dit le Coran. Okay. Pour expliquer aux humains la vraie nature dans les des lois ancrées africaines. Dans la pensée, la sagesse africaine. Bien évidemment. Oui. Et dans ce qu'on présente là, le djat, là, qui est la connaissance, qui n'est pas une connaissance, je dirais,
subjective, mais qui est une connaissance réelle. Parce que quand on parle de sacré suprême, bien évidemment. Très bien. Donc, il y a donc la connaissance de la destinée de l'homme. Quand tu nais, tu existes pour faire quoi sur terre? Tu es venu faire quoi? Maintenant, tu vas où? Quel rôle pour vous quel, avez voilà. à jouer, à apporter aux autres? Voilà. Même. Et après ta mort, tu vas où? Et qu'est-ce qui va t'arriver après? Et donc, pour bien espérer un meilleur avenir après la mort, qu'est-ce que je dois faire en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes de relation avec les autres, en termes de travail sur moi-même, etc. etc. Donc, permettre à l'homme de savoir, par exemple, comment gérer la vie quotidienne, notamment comment éduquer les enfants, comment gérer les dots, les mariages, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans notre tradition. Tout à fait. Les dots ont été pervertis aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que les anciens faisaient. Comment même d'abord faire venir un enfant dans le monde? Quels sont les rites, par exemple, d'enfantement? Les rites de mariage, les rites funéraires. C'est vrai que dans d'autres cas, nous avons eu à évoquer ça. Donc, expliquer le quotidien et les enjeux que chacun doit affronter pour pouvoir réussir une vie. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort physique. Il y a ce volet. Il y a maintenant la connaissance de la nature. Ça, on est dans le domaine de la science qui produit d'une part la médecine, la thérapie, d'autre part les innovations dans le domaine tel que la technologie, l'art, même la médecine classique, qu'on appelle la médecine conventionnelle, à travers des synthèses chimiques et autres. Mais il y a aussi la naturopathie, connaître les vertus des plantes, à quelle heure il faut cueillir les plantes, telle plante et tout ça. Tout à fait. Et quel est le rôle du soleil dans la nature? Quel est le rôle de la lune dans la nature? Quel est le rôle de la terre dans la nature? Quel est le rôle de l'eau dans la nature? Quel est le rôle de l'air? Quel est le rôle du feu? Quel est le rôle des autres planètes? Quel est le rôle des étoiles? Absolument. Donc, la fonction du père dans une famille, c'est quoi? La fonction de la mère dans une famille, c'est quoi? La fonction du fils, c'est quoi? La fonction de la fille, c'est quoi? Donc, cette émission est donc une plateforme qui recèle beaucoup de thèmes qui seront abordés au fur et à mesure. D'ailleurs, nous avons un agenda inépuisable de thèmes, puisqu'il y a tellement de préoccupations quotidiennes. Justement, docteur, est-ce qu'il n'y a pas trop de problèmes à résoudre et ça nous donnerait à un moment la prétention de vouloir porter tous les problèmes du monde et prétendre surtout y répondre? Oui, on doit... que c'est une tâche lourde? Oui, c'est une tâche lourde. Est-ce que Oudjat est à la mesure d'affronter ce challenge mondial-là? Surtout à l'heure de la renaissance africaine. Oudjat est à la mesure de le faire. Pourquoi? Parce que sur d'autres plateaux, j'ai abordé plus d'une centaine de thèmes. C'est moi qui propose les thèmes. Très bien. Que ce soit à Kemet TV, que ce soit sur d'autres plateformes, que ce soit même dans ma propre chaîne YouTube. Je suis à près de 200, même quand j'étais dans les télévisions, une télévision du pays là, je proposais les thèmes là-bas. Donc, je suis à des centaines de thématiques qui ont été développées. Et il y a une source intarissable qui n'est pas moi, mais qui est la source vers laquelle le Djad est toujours tourné pour puiser de temps en temps et renouveler les choses. Donc, il faut qu'on a expliqué tout au début. Tout à fait, madame, monsieur. Alors, pour vous, en quoi Oudjat pourrait contribuer justement à la renaissance de ces valeurs africaines-là? Une fois qu'on a dit la maxime de départ, que c'est la connaissance qui est la voie. Très bien. C'est pas la foi, c'est pas la croyance, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas, on apprend. Voilà. On acquiert des connaissances. Voilà. Oui. Donc, chez nous, quand tu ne connais pas, tu ne dois pas croire, tu ne dois pas avoir la foi. Tu dois apprendre. Apprendre, c'est tout. C'est tout. Simplement. Donc, si chaque enfant commence à répéter la connaissance là, l'attraper. Oui, si chaque enfant commence, si chaque parent martèle ça à son enfant, si chaque enfant récite cela à chaque fois qu'il évolue dans la vie. Mais docteur Tot,
Abonnés, nous avons été habitués aux incantations, aux prières. Nous savons que c'est ça la solution en Afrique. Comment changer la donne? Comment rééduquer tout ce beau monde? Parce qu'en réalité, quand je vous écoute, c'est ce que je sous-entends, une rééducation totale à tous les niveaux, à tous les domaines. De Oui, bien sûr. Pour une nouvelle Afrique. Oui, c'est pour ça que cette émission existe. C'est énorme. C'est pour ça que... C'est comme quelqu'un dirait pratiquement refaire le monde. Bien sûr, et toi-même, tu auras besoin de te régénérer en permanence vers la source pour avoir toujours l'énergie d'avancer, d'aller vers l'avant. C'est le processus de l'Oudjat là, qu'on a expliqué à la base. C'est ce même processus. Retour aux sources. Voilà. Retour aux sources. Toujours Voilà. chercher la connaissance. Repuiser l'énergie, bien. la connaissance et venir renouveler, venir perfectionner. Parce que c'est une source intarissable. L'être, le divin, c'est une source intarissable de connaissances et une régénération permanente et perpétuelle. Très bien. Quand on a compris ça, on ne peut plus se poser certaines questions. On se met au travail. Et le premier travail, c'est l'apprentissage. Donc nous pouvons, l'Afrique, c'est notre heure. Nous pouvons entrer dans ce challenge. Bien évidemment. Nous pouvons le gagner. Oui, nous allons le gagner puisque toutes les révolutions humaines sont passées par l'éducation, par la conscientisation. C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'envisage... Mais là, nous parlons de reconstruction totale. Est-ce que c'est possible réellement, docteur Todd? Oui, j'ai dit c'est possible. Pourquoi? Je prends un exemple. Parce que nous parlons là des mentalités à refaire, des environnements même à refaire, des structures à refaire, d'une organisation totale à refaire. Oui, bien sûr. Mais je peux déjà réellement de renaissance. Oui, je peux déjà te rassurer d'une chose, ma soeur, c'est que depuis que je mène ce combat, dans les médias officiels, j'ai déjà réussi à ramener les gens, des milliers et des dizaines de milliers. C'est un message des musulmans. Vous pensez qu'il est compris réellement à sa juste valeur? Oui, le problème c'est que parfois nous sommes même bloqués aussi par les leaders des réseaux et autres là. Mais évidemment, parce qu'ils ne veulent pas. C'est un message nouveau, c'est une culture nouvelle qui doit être implémentée. D'où les difficultés de compréhension et d'installation, si vous voulez, je parlais d'implémentation. Oui, bien sûr, mais je suis optimiste parce que j'ai déjà réussi à ramener des dizaines et des dizaines de milliers, y compris les musulmans. Et à qui vous pensez quelle est la cible que vous pensez, par laquelle vous pensez être écouté? La cible, c'est toutes les couches sociales, c'est-à-dire les adultes, les vieillards, mais surtout, et surtout les jeunes et les enfants. Et je constate qu'il y a un relan de renaissance qu'on n'a pas observé il y a de cela 10 ans. Qu'est-ce que les vieillards vous disent, docteur Todd Abonné? Est-ce qu'ils ont ce souvenir de cette vieille Afrique qui est en train de se transformer avec justement l'engagement que vous portez aujourd'hui, le combat que vous incarnez aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'ils comprennent le cheminement? Ils comprennent. De votre travail? Il y a ceux qui comprennent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? La première personne qui a compris. Je veux absolument que nous le partageons avec nos téléspectateurs. Oui, la première personne qui a compris, qui était d'abord plus proche de moi, c'était mon père. Très bien. Mon père a passé toute sa vie étant chrétien catholique. Au dernier jour de sa vie, 3 ans avant de transiter, il a renoncé radicalement à tout cela et il l'a instruit que le jour où il fermera les yeux, que son deuil soit célébré d'après les canons des rites traditionnels. Très bien. Et ce deuil a été phénoménologisé. Canal 2, Vision 4 et même dans ma chaîne. Voilà un exemple. C'était magnifique. Voilà. Un premier prototype, madame, monsieur, de deuil. Sans prêtre, sans pasteur. Mais plutôt avec les armoiries africaines, avec toute cette majesté et des rites, ce couronnement de roi africain. Voilà. Et c'était tout simplement magnifique. Donc le message commence à passer. Bien évidemment. Et justement, Oudjat se donne cette voie-là de porter justement cette bonne nouvelle plus haut. Et à travers ce deuil, beaucoup de papas de 60 ans, 70 ans, 80 ans, m'ont approché pour me dire que je suis très très courageux et très inspiré, que à la hauteur de leur âge, ils n'ont plus jamais vu des choses comme ça. Et que mais comment, qui suis-je? Moi, le petit, le jeune là, qu'est-ce qui me donne toute cette inspiration? Je leur dis, moi j'accomplis l'œuvre de mes ancêtres. Il y a un certain moment où les ancêtres peuvent inspirer certaines personnes, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 personnes, chacun dans son domaine, de venir réformer
la manière de voir, la manière de fonctionner. C'est donc de penser, la manière d'agir, oui. etc. Donc, il y a donc ces vieux, les chefs traditionnels qui m'ont approché, les initiés qui ne croyaient pas qu'on peut faire un deuil comme ça. Ils n'en revenaient pas. Voilà, parlons un peu des autres religiosités à ce niveau-là, docteur Tot Abonné. Qu'est-ce que toutes ces autres religiosités, je les énonçais, je sais pas moi, les rosicruciens, les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils pensent justement de vos démarches, de votre travail? Il y a beaucoup qui sont d'abord la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ce sont des sectes ésotériques. Donc ils disent qu'ils sont des initiés aussi, donc ce ne sont pas des religieux. Mais par le style de la pensée africaine. Voilà, bien évidemment. Par la pensée africaine. Voilà, c'est-à-dire c'est pas la vision africaine qu'ils adoptent dans leurs initiations, c'est la vision hébraïque et grecque. C'est les initiations des Hébreux, la Kabbale et l'hermétisme, Hermès, Trismégis, Zeus, les rites de Zeus. Donc, d'entrée des jeux, vous n'êtes pas d'accord avec eux? Je ne suis pas d'accord puisque les bases, et j'ai fait plusieurs émissions où je montre quelle est la vraie nature de Zeus, quelle est la vraie nature du Dieu de la Bible et de la Torah. La vraie nature. Voilà. Évidemment, africaine. Non, pas du tout. Elle ne peut pas être africaine. Je dis la nature de cette divinité. La nature des divinités Grec grecques et hébreu. Elles ne sont pas africaines, elles sortent d'où? Non, ce sont des divinités des orages, des tempêtes, des déserts. Ce sont les divinités de la guerre, de la perversité, de l'agressivité. Contrairement à la divinité africaine, qui est la source de jaillissement de toutes choses et la garante de l'ordre de la vérité et de l'équité. Prenez votre calepin, prenez des notes, parce que nous sommes à l'école désormais avec Oudiat. Voilà, donc nous sommes dans deux visions qui s'opposent. La vision gréco-romaine et hébraïque et arabe là, qui est une vision guerrière, agressive, perverse et tout ça, et la vision africaine du monde qui met en avant l'ordre, la vérité, l'équité et la connaissance. Le savoir africain. Voilà. Oui. Et à ce niveau, il faudra qu'à chaque émission que nous faisons ici, nous parvenions à établir la connexité entre la spiritualité et la science et la spiritualité, montrant que les deux ne sont pas séparés, car c'est la connaissance qui est au centre. Et cette connaissance commence d'abord par l'observation, les expériences physiques, avant de s'accomplir dans les initiations qui sont donc l'éveil de l'esprit et l'élévation de l'esprit, l'approfondissement des connaissances des lois de la nature, la connaissance de soi, la connaissance du divin, etc., etc. Donc nous prendrons du temps pour développer ce thème et crescendo, petit à petit, nous pourrons aider les uns et les autres à grandir en connaissance, en expérience et en illumination. Pas pour dire que nous sommes des illuminés, mais nous sommes ceux qui sommes toujours tournés vers la source. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes rien. C'est grâce à la source que nous existons. Et c'est grâce à l'énergie de la source que nous avons toujours la force d'avancer. Et c'est grâce à la connaissance issue de la source que nous pouvons toujours produire le meilleur de nous-mêmes. Et comme c'est une source sacrée, elle ne ment pas. Voilà. Elle ne peut que produire les bonnes choses. Bien évidemment. Madame, monsieur, merci d'être toujours des nôtres. Hein. Vous êtes toujours sur votre télévision, Kemet Télévision, au cœur de la renaissance même africaine. Vous êtes sur l'émission Oudiat. Vous regardez l'émission Oudiat en compagnie évidemment de moi-même, Segmet Onana Tangana, et de notre consultant attitré expert, Dr Tot Abonné. Vous avez eu à regarder tout à l'heure son exposé sur la définition, c'était la partie 1. Nous sommes en train d'explorer la suite de notre entretien avec des contextes historiques et mythologiques, voilà. Et nous allons poursuivre évidemment dans la troisième et dernière partie avec le décryptage métaphysique. Il y a eu tout ça et nous allons poursuivre encore avec un autre genre de questionnement. Précisément, nous allons prendre le domaine de la science, le domaine de l'éducation, le domaine politique. Nous allons même parler de l'art. Et tout de suite, je pense que nous allons commencer par l'éducation. Oudiat, qu'est-ce que Oudiat peut apporter à la jeunesse camerounaise? C'est la première question qui me vient quand je parle d'éducation
intervention, docteur Totabonné. Qu'est-ce que Oudiat réellement peut apporter à la jeunesse camerounaise? On parlait de cette reconnexion avec la Nouvelle-Afrique, de cet œil-là qui garde toujours un œil à la source pour aller vers la lumière, mais surtout porteuse de connaissances et de savoir. Les jeunes ont besoin de ce savoir-là et de cette connaissance-là. Comment justement l'émission se servira de toute cette connaissance-là pour atteindre la jeunesse? Dans l'émission, nous allons développer des méthodes pédagogiques pour les plus petits et des méthodes pédagogiques pour des adolescents, c'est-à-dire 18 ans, 20 ans. Et des méthodes pédagogiques pour des adultes, les questions qui concernent les adultes essentiellement. Parce que chaque tranche d'âge a ses préoccupations à la base. Les préoccupations d'un enfant de 0 à 13 ans, à 10 ans, ne sont pas les préoccupations d'un enfant de 10 à 20 ans, qui ne sont pas les préoccupations d'un homme ou d'une femme de 20 à 30 ans, etc., en montant. Donc, à chaque tranche d'âge, nous allons aborder des thèmes, peut-être même qu'on peut ramasser de 0 à 30 ans, et pour que ça ne soit pas comme une monotonie. Et puis, à un certain moment, on prend de 30 ans à 60 ans et de 60 ans à 90 ans. Vous disiez tout à l'heure que la jeunesse est l'une des premières cibles justement qui doit profiter de ce programme merveilleux, porteur de lumière et de plein de connaissances pour l'Afrique. Alors, quelles attentes justement pour la jeunesse? Notamment avec la jeunesse, on va aborder le cinéma, on va aborder la musique, la danse, l'art, la culture, la mode. Et tout ça. Ça, ce sont des thèmes qui concernent essentiellement les jeunes. Et aussi, comment réussir dans la vie. Voilà, des thèmes que nous allons aborder dans le cadre de la jeunesse. Et je sais que ces thèmes seront très, très intéressants. Des initiations, des initiations pratiques. Les initiations... Pour ne pas dire mystique en direct. Les initiations, c'est déjà pour... les initiations, c'est déjà pour ceux qui sont conscients. Ceux qui sont conscients, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'engager à vouloir initier, à part si c'est notre propre enfant. Est-ce que des initiations peuvent se faire en direct, en parole, en enseignement comme non, les vrais... En direct ou pas? Bon, l'initiation à la compréhension, mais l'initiation, en ce qui concerne le travail mystique, c'est autre chose. On peut donner certaines recettes si les gens ont besoin de se purifier, exemple, si les gens ont besoin de lavage, si les gens ont besoin de l'oracle. Voilà. Voilà. Sur une situation précise. Oui, mais l'initiation proprement dite, c'est la connaissance des lois de la nature et la connaissance de soi. Mais, oui, maintenant, on peut aider les gens qui ne sont pas initiés en leur proposant des recettes pour des purifications, pour des blocages, pour l'ouverture des portes, pour le désenvoûtement. Et il y a aussi beaucoup qui nous contactent pour l'oracle, c'est-à-dire la consultation oraculaire. Voilà, etc., etc. Bon, ça c'est autre chose. Là, c'est pas l'initiation. Là, c'est la prise en charge. Ça, c'est une prise en charge. Mais l'initiation proprement dite, on ne peut pas s'engager à initier les enfants de 0 à 15 ans qui ne sont pas encore conscients, surtout les enfants d'autrui. Moi, je peux initier mes enfants. Là, je suis le père, je sais que ce sont mes enfants. Dangereux, docteur Abonné? En fait, certaines initiations, je suis d'accord, parce que les cercles initiatiques, certains cercles initiatiques africains ont été infiltrés par les partisans de l'ordre septien, c'est-à-dire ceux qui sont dans la logique perverse, prédatrice, c'est-à-dire les voleurs d'énergie et les voleurs d'étoiles, et les destructeurs des foyers et des familles. Ça, ce sont les initiés de l'ordre septien. Les initiés de l'ordre osirien sont devenus rares. Heureusement que j'en connais encore quelques-uns. D'autres sont cachés que je ne connais pas encore, que je vais découvrir forcément avec le temps. Et ceux qui sont de l'ordre osirien, c'est ceux qui veillent à perfectionner le génie de chacun. C'est-à-dire canaliser et perfectionner le génie de chacun. Pour que chacun parvienne à la meilleure compréhension de son génie et son rôle dans cette existence-ci. Donc, cela œuvre aussi dans les initiations à protéger. Parce que une fois
on te conduit vers le chemin de la connaissance. Si tu n'as pas de protection, tu peux te faire attaquer mystiquement et tu peux te faire ravir, par exemple, des choses pour le potentiel que tu as. Donc, il y en a encore. Mais nous sommes prudents en disant, si le parent lui-même vient avec son enfant, il dit que par exemple, à Kemet Reconnexion, je veux que moi, ma femme et mes enfants commencions à nous reconnecter à la spiritualité africaine, alors là, ils sont les bienvenus. Mais dire que un enfant de 10 ans va venir me voir pour me dire qu'il veut se faire initier, je ne vais jamais accepter ça. Même un enfant de 15 ans, je ne pourrai jamais accepter ça. Je ne pourrai accepter que si j'ai en face de moi un garçon de 25 ans, un garçon ou une fille de 25 ans ou de 30 ans. Parce que là, au moins, je comprends que la personne a eu le temps de découvrir, de vivre et de comprendre certaines choses. Mais moins de 20 ans, moi, je ne peux pas accueillir les enfants de moins de 20 ans. Parce que pour moi, c'est un risque. Si les parents ne sont pas au courant, un enfant de 20 ans ou de moins de 20 ans vient me voir, je ne prends aucun engagement. Je ne peux prendre d'engagement que dans la majorité. Et la majorité au Cameroun, l'âge de majorité, je crois, c'est 22 ans ou 23 ans. 21 ans. 21 ans. Donc, à partir de 25 ans, voilà. Là, je peux recevoir les gens pour les conduire. Et moi, je travaille beaucoup avec les Baka, les Pygmées. Et je travaille aussi avec certains de mes pères et mères qui sont très proches à moi, et qui sont connus par certains aussi. Donc, pour dire que l'affaire initiation là, ça ne concerne pas les enfants. Sauf si leur père leurs parents s'engagent à venir avec eux, notamment dans ce que nous allons organiser bientôt, Kemet Reconnexion. Dans ce sens, ils peuvent être acceptés. Un rendez-vous à ne pas manquer, ici organisé par Kemet Télévision, Madame Monsieur au cœur de la Renaissance africaine. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte n'a pas aussi... je vais reprendre, hein. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est Thomas Sankara qui l'a dit. L'Afrique a besoin qu'elle se réveille. Et Oudia, justement, est une révolte positive, madame, monsieur. Nous allons souffler quelques instants encore. Voilà, docteur. Et nous nous reprenons tout à l'heure pour la troisième et fin, hein, la fin de notre entretien de cette émission Oudiat. Merci de rester des nôtres. À tout à l'heure. Monsieur, bienvenue une fois de plus sur notre plateau. Vous êtes toujours sur Kemet Télévision au cœur de la Renaissance africaine et c'est votre émission Oudiat que nous vous présentons aujourd'hui. Émission 0, émission introduction. Je suis en compagnie du docteur Tot Abonné. Voilà, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il est ontologue, il est égyptologue et évidemment métaphysicien. Mais je vous le rappelle, c'est pas un marabout, ce n'est pas un docteur traditionnel. Écoutez, n'essayez pas de le contacter pour aller tourner les
casseroles au village, je ne sais pas moi, pour reprendre votre mari. Je ne suis pas sûre que ça serait dans ses cordes. Alors, docteur, tout va toujours bien sur le plateau? Tout va Oui, bien? oui, oui, tout va bien, tout va bien. Oui, comme nous l'avons dit, on peut assister les gens, mais que les gens ne viennent pas nous voir pour des choses comme je veux charmer quelqu'un, je veux Il fallait bien le dire. Voilà. tuer quelqu'un, ou je veux devenir milliardaire, ou je veux, non. Que les gens viennent nous voir pour la connaissance. Mais on peut aussi leur apporter une assistance, comme je l'ai dit, avec les bains de purification, les bains de déblocage, les bains de tout ça. Et voilà, à ce niveau-là où on peut aider les gens. Tout à On fait. peut aussi aider les gens à les soigner. Bon, c'est vrai, c'est pas moi qui soigne, parce que il y a des gens qui sont spécialisés dans la naturopathie, c'est-à-dire la thérapie traditionnelle. Donc, si les gens ont des cas comme cela, ils peuvent nous contacter et nous allons prendre des dispositions pour leur apporter des solutions. Nous Voilà. sommes une télévision... Oui. Donc, loin d'être un charlatan, d'abord, ceux qui m'écoutent ne peuvent pas imaginer que je sois un charlatan Charlatan. ou un marabout. ou quoi que ce soit. Comment Je suis marabout? un homme de science. Vous êtes un professeur, vous êtes un enseignant Voilà, par ailleurs, bien évidemment. Docteur Tatabonnet. Ah, ok, très bien. Alors, pensez-vous que Ojet pourrait avoir évidemment un public international? Comment le toucher? Toujours au travers de nos thématiques, ou alors vous avez une autre approche particulière pour le public international? Oujat, Oui. à partir de cette émission, a déjà un public international. Très bien. Parce que Dites-nous, vous êtes suivi désormais à l'international, vous avez la Depuis- grâce de sortir pour des séminaires. Racontez-nous justement une expérience que vous avez faite récemment à l'étranger. Vous qui êtes une un expérience à l'étranger, Oui. je préfère parler du futur. Très bien. C'est-à-dire Très d'ici bien. Oui. quelques mois. Très bien, docteur. Il y a des choses qui vont Oui, se qui passer dessinent à et l'horizon. je n'aime Quoi pas souvent exactement? dire ce qui va se Non, passer. mais bon, on peut déjà entendre qu'il y a des sorties de Oui, prévues, bon. et très prochainement La à l'étranger. sortie, bon, Oui. à l'étranger, Pour un oui. séminaire, en colloque? Conférence. Une conférence, très bien. Ok. Et très prochainement, Mhm. le 10 avril, je prévois organiser une conférence publique, une méga conférence Très bien. publique Oui. dans la ville de Yaoundé. Dans la ville de Yaoundé, on peut déjà annoncer à Yaoundé, ici au Cameroun. Oui. Ça sera quel espace? La thématique? Ce qui est prévu, on vous- c'est oui. le palais de sport. Au Palais des Sports? Oui. Très bien. Et Très bien. c'est prévu le 10 avril. Au 10 avril. C'est ok. vrai que tout n'est pas encore formalisé, mais c'est un projet, mais ça va se réaliser. Madame, Ça va se monsieur, de réaliser. toutes les façons, vous aurez toutes les informations ici, toutes les thématiques, et vous serez conviés justement à venir accompagner le docteur Todd dans ce nouveau combat, cet engagement qui porte désormais et qui nous sied à nous tous si bien. Bon, on va évoluer avec... aurez-vous des appréhensions, docteur, quand même, soyons un peu réalistes, hein, sachant que la culture, ce dont nous venons parler, ce que vous venez proposer, c'est quelque chose qu'il faut installer encore, il faut convaincre les gens, il faut les amener à changer quelques habitudes, à sortir du train-train quotidien pour embrasser ce qui a toujours été à eux, hein, mais qu'on leur représente à nouveau. Je parlais tout à l'heure des défis de challenge, nous y sommes toujours. Hein, Oui, je suis dans le challenge même avec les propres membres de ma famille. Je suis dans le challenge avec certains de mes anciens camarades, certains de mes amis. Et il y a beaucoup même qui m'approchent aussi, mais qui ne m'aiment pas forcément. Et moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Moi, je suis là, pour faire mon travail. Et si ça peut aider, voilà, pour la Renaissance africaine. Oui. Et je suis comme je suis. C'est-à-dire que, premièrement, je suis quelqu'un de très simple, accueillant, ouvert. Mais quand je me rends compte qu'à un certain moment, certaines personnes veulent abuser de cette générosité alors et cette simplicité. Quand vous vous fâchez, docteur Abonné, à quoi ça ressemble quand vous êtes hors de vous? Il y a plusieurs situations. Soit je garde le silence, je prends mes distances. Vous ne dites rien, oui.
soit c'est le votre clash, cas de figure, soit c'est le clash. vous affrontez la personne. Bien sûr. Et généralement, c'est le clash. Oui. Mais bon, avec les femmes, moi, je ne clash pas. Parce que vous êtes Heureusement. nos mamans. Et Heureusement. voilà, quand ça ne va Heureusement, pas. vous avez parlé de la femme qui est la lumière, qui est la voie de la connaissance, Voilà. la porte du savoir. Parce qu'il faut aussi savoir à quel moment il faut clasher. On ne clash pas n'importe comment. Très bien. On peut, c'est ça aussi qu'on appelle la voie de la sagesse. Très bien. Il y a des La maîtrise circonstances, de soi. il y a des circonstances Oui. où il faut faire comprendre son droit. Oui. Et il y a des Clairement. circonstances où il faut garder le silence. Donc il y a tout ça. Et on peut faire comprendre son droit à travers un entretien paisible. Très bien. Ça peut aussi se passer à travers un éclat de voix. C'est pour ça que le tonnerre existe, non? Est-ce que c'est seulement le vent qui souffle là qui existe? Le vent a un bruit très doux. Le bruit de l'eau aussi varie en fonction des chutes et tout ça. Donc il y a aussi le tonnerre qui est l'autre niveau de vibration. Merci Donc tout ça existe dans m'aider à l'univers. faire une transition. Pendant que vous parlez de ces bruitages de la nature, là j'ai envie de vous poser la question, à savoir quelle sera justement la place de la spiritualité dans Oudiat, dans le programme Oudiat, dans cette émission qui démarre. La place de la J'imagine spiritualité. une forte place, une forte position, mais dans quelle langue précisément? La place de la spiritualité est le cœur même de l'émission. Très Et bien. il faut montrer que dans la pensée africaine, la science et la spiritualité ne sont pas séparées. Parce que ce qui est au cœur des deux, c'est la connaissance. Très bien. Donc nous allons aborder des questions d'ordre métaphysique Très bien. et mystique. Nous allons aborder des questions d'ordre purement scientifique dans les domaines tels que la physique, les mathématiques, la biologie, l'astrophysique, la cosmologie scientifique, etc. Nous allons aborder les sujets tels que l'environnement, l'écosystème. Nous allons aborder les questions de vie quotidienne, c'est-à-dire l'existence quotidienne. Nous allons aborder les questions portant sur l'art, dans le domaine de l'art, en rapport avec le djihad. Très bien. Toujours Et en rapport avec nous allons aborder les questions d'ordre politique, d'ordre économique. Et je précise aussi qu'il pourra arriver que parfois, on ait un autre expert en qui je fais confiance et qui pourra intervenir aussi. Donc, il peut aussi arriver que je ne sois pas là et que je te confie une personne que le temps que je ne suis pas là, peut-être pour 1 semaine ou 2 semaines, tu travailles avec cette personne-là. Donc, il y aura, l'émission est ouverte, mais il y a une rigueur de sélection. Ce n'est pas n'importe qui viendra s'asseoir dans l'émission Oudiat pour ouvrir sa bouche et parler. On va d'abord se rassurer de la crédibilité scientifique et initiatique des personnes envisagées. Et en cela, on pourra donc permettre, y compris les femmes, ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes. Tout à fait. Et donc, on aura tout simplement besoin d'évaluer d'abord les compétences de la personne au préalable avant de lui permettre de venir se déployer sur ce panel. Très bien, docteur. Vous savez que, vous venez de parler de crédibilité, vous savez que l'Afrique a longtemps été stéréotypée. Oh, l'Afrique des pauvres. Si vous allez en Afrique, vous allez monter sur les cocotiers, vous êtes tous des singes et autres. Comment, Oudiat, comment cette émission compte-t-elle déconstruire ces stéréotypes-là, ces mauvaises choses-là, cette mauvaise image qui colle tant à l'Afrique? Non, ce sont pas des, ce sont des choses... Quand on parle de la nouvelle renaissance, ça veut dire que c'est une reconstruction. C'est un nouveau visage, c'est une autre façon de voir les choses. Oui, mais vous savez, le cœur de la pauvreté, c'est l'ignorance. C'est la connaissance. La misère et haut de la famille. Oui, c'est les dons qui sont volés. Non, je dis c'est l'ignorance. Parce qu'un peuple... L'Afrique ne profite pas réellement de ses propres valeurs. Un peuple qui est toujours présenté sur son mauvais angle. Un peuple bien éduqué. C'est-à-dire éduqué sur la base de sa vision du monde. Et je le disais encore tout à l'heure, là, que un peuple, Thomas Sankara le disait, qu'un peuple qui s'apitoie sur son sort, et qui ne connaît pas, justement, je vais paraphraser, et qui ne connaît pas sa voix, n'a pas le droit aussi de s'apitoyer sur son sort. Bien évidemment, c'est pour ça. Il n'y a rien à faire pour vous si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas réellement qui vous êtes. Il faut que vous vous connaissiez d'abord, que vous sachiez d'où vous venez, que vous sachiez qui vous êtes actuellement, et quels sont les enjeux et les défis auxquels vous faites face. Et en cela, on s'inscrit donc dans l'apprentissage, dans les études. Et ces études commencent par la connaissance de l'histoire des Noirs. Depuis des millénaires, tous les Noirs doivent connaître leur histoire.
Il est impossible de rencontrer un ministre ou un chef de l'État qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Ne serait-ce qu'il y a de cela 2000, 3000 ans. C'est incroyable. Parce qu'un ministre comme, ou un directeur qui est de cet acabit, je l'appelle un aliéné. C'est-à-dire il y a une histoire qui nous a été volée, qui n'existe même plus. Mais justement, il y a beaucoup d'émissions. Nos statuts, nos connaissances, nos livres agrémentent désormais les musées, les muséums en Europe et ailleurs, pendant que les nôtres sont vides. C'est là-bas qu'on met les Ndjunju, tous les Ndjunju, oubliés de tous les villages, se retrouvent dans les musées. Excusez-moi, mais il faut parler des vérités. Il faut dire ces choses-là à un moment donné. Je pense que Cheikh Anta Diop a beaucoup œuvré pour restaurer la vraie histoire de l'Afrique. Cheikh Anta Diop a produit une œuvre scientifique monumentale. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres qui ont travaillé dans ce sens. Donc, à défaut de lire, si les gens n'aiment pas lire, ils peuvent écouter les émissions. Ils peuvent écouter. Il y a beaucoup de. Ils peuvent écouter les émissions de Kemet Télévision. Parce qu'apparemment, avec l'émission, c'est beaucoup plus digeste que ça soit devant un livre de 300 pages. Oui, tout à fait. Remettons-nous à l'apprentissage de nos connaissances africaines. Un directeur général, un ministre, un ambassadeur, un député qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, ne serait-ce qu'il y a de cela 2000, 3000 ans. Pour moi, c'est un aliéné. Pourquoi? Parce qu'il est accroché à l'éducation coloniale. Et c'est pour ça que les problèmes que nous avons en Afrique actuellement, c'est parce que l'élite politique et intellectuelle est façonnée si vous voulez d'après le mode de pensée des Occidentaux. Dans un livre, c'est dommage. Voilà. C'est dommage qu'on en soit arrivé là, alors que l'Afrique est la mère de la connaissance. Est-ce que tu sais, la mère de tous. Une petite anecdote. Oui. Est-ce que tu connais le quotidien de ces ministres, de ces députés, de ces ambassadeurs? Ce sont les matchs de football et les débats sur le RDPC, sur le MRC. Ils ne veulent pas se cultiver. Et la plupart quand ils remontent plus loin, ils vont te parler de la colonisation. Pourquoi je pose la question? Ils sont censés lire. Non, mais je te dis donc que l'école occidentale, les universités là, c'est l'école occidentale. Les lycées là, le programme éducatif, c'est le modèle occidental. Donc on ne peut pas leur parler. Et quand ils ont les bacs, les licences et autres, ils partent au Canada, ils partent en Angleterre. Ils sortent des universités de Cambridge, de la Sorbonne, de Harvard, etc. Et ils reviennent ici. Totalement déconnectés à nos réalités. Voilà, et ils viennent nous cantonner dans les débats fumeux des partis politiques et les intérêts des individus. Et nous matraquer le cerveau. Chaque tel ministre a dit ceci, tel député est monté là. Et ça, c'est suivi par beaucoup. Grands politologues, analystes politiques et autres. Et au-delà de ça, nous sommes désolés, mais nous parlons de la vérité, on a des matchs de football. C'est-à-dire que tu vois un gros ministre assis en train de dire que le Barça va jouer ce soir. Voilà. Donc la distraction massive des masses. Et du côté des femmes, ce sont les séries, novellas, etc. Donc vous voulez qu'un peuple comme celui-là aille où? Quand nous faisons des émissions comme celle-ci, elles ne sont suivies que par des personnes un peu intelligentes, et qui sont curieuses de découvrir certaines choses. Mais la grande masse, c'est la masse des moutons qui sont sur les plateaux des débats politiques, sur le football et sur le cinéma. Et parfois, c'est les débats sur la musique, les influenceuses, les choses comme ça. Donc, quand tu vas voir la plupart sur leur téléphone ou devant leur écran de télé, c'est généralement ce qu'ils ou elles sont en train de suivre. Donc, nous avons un réel problème. Mais l'espoir est là, avec une émission comme celle-ci, de pouvoir créer des ouvertures de compréhension pour pouvoir améliorer, je vais dire, le potentiel cognitif et gnoséologique de notre peuple. Et ça se fait progressivement. Progressivement, au fil du travail. Et en termes d'innovation, que pensez-vous quelles innovations pensez-vous dont l'Afrique a besoin aujourd'hui? Toute innovation reproduit ce que j'ai dit là. C'est-à-dire que à la source, toujours prendre la base à la source. Avant d'envisager quelque chose, un changement éventuel. Voilà, on ne crée pas simplement parce que on s'est enfermé dans soi. Non. Peut-être que je suis allée un peu trop en besogne. Est-ce que les innovations sont possibles dans la nouvelle Afrique, docteur d'abord? Il y en a même déjà. Il y a déjà des innovations. Nous avons vu, par exemple,
au Zimbabwe. Est-ce que l'Afrique, l'ancienne Afrique, ouverte justement à cette modernité-là, puisque nous parlons d'innovation, il s'agit d'une ouverture un peu sur ce qui est moderne et ce qui est nouveau? Il faut préciser que le passé n'est jamais séparé du présent ou du futur. Les mêmes habitudes et les mêmes comportements qu'on observait il y a 10 000 ans chez les humains, ce sont les mêmes comportements qu'on observe aujourd'hui. Rien n'a changé. Il y a toujours la jalousie, la haine, les crimes, les pervers, les sorciers, les voleurs d'étoiles, les voleurs, de tout ça. Il y a toujours ça. Ça n'a pas changé. L'homme est resté le même. Deuxièmement, tout ce qui est passé, c'est l'ensemble des jalons qui préparent le futur. Tout à fait. La science s'est faite pendant des millénaires. On continue de parler de la poussée d'Archimède. Archimède, c'est le 2e siècle. On continue de parler du théorème d'Euclide. Euclide, c'est le 1er, 2e siècle. On continue, bon, tendancieusement de parler du théorème de Pythagore. Bon, on situe Pythagore en l'an 580, avant l'ère actuelle. On continue de nous parler du théorème de Thalès, donc autour de 600 ans avant l'ère actuelle. Bon, mais comment on sait que ces formules sortent du papyrus, notamment le grand prêtre Yamesu, qui était aussi un mathématicien, a fait des démonstrations sur ce qu'on a appelé plus tard le théorème de Thalès de Pythagore, mais c'est connu 1850 ans avant l'ère actuelle. C'est-à-dire que si on prend Pythagore en l'an 580, c'est-à-dire sensiblement 600 ans avant l'ère actuelle, on enlève 1800. Dans 1800, on enlève 600. Il va rester 1250 ans avant Pythagore que ce théorème était connu. Donc si on ne sait pas ça, on va continuer de dire le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, alors que c'est le mensonge. La connaissance de l'histoire nous permet de découvrir le mensonge qui a été construit. La connaissance de l'histoire nous permet de connaître la vérité et de suivre la voie de la vérité. La connaissance de l'histoire nous permet de découvrir là où on a failli dans le passé et on doit rectifier nos comportements et nos faiblesses pour affronter le futur. La connaissance du passé nous permet de découvrir tout ce que nos aïeux ont pu faire dans le domaine de la science, des innovations, l'art, la technologie, l'architecture, etc. Pour pouvoir nous donner aussi la force de continuer de faire ça. Car si on a un passé vide, où nos aïeux n'ont jamais rien fait, nous on va se poser la question, mais si eux ils n'ont rien fait, pourquoi nous on doit faire quelque chose? Il faudrait au moins qu'on ait le réconfort et même la honte de découvrir que ce qu'eux ils ont réussi à faire, nous aujourd'hui qui croyons être modernes, nous sommes même incapables de construire, bâtir une pyramide, de bâtir des œuvres monumentaux telles que la civilisation égyptienne l'a réalisé, d'avoir des grands mathématiciens tels que les grands prêtres égyptiens, d'avoir des astronomes. C'est ce qui vous impressionne? Bien sûr, très bien. Bien sûr, ça dit il y a le volet scientifique, c'est pas seulement là, jeter les coris, aller danser autour du feu, c'est pas ça. On a besoin faire des divinations. Voilà, non, on a besoin d'esprits scientifiques cultivés scientifiquement. Et on a besoin aussi des grands prêtres initiés qui connaissent la vraie nature du divin. Qu'ils ne viennent pas nous faire croire que comme il est initié parce qu'il connaît les plantes. Mais après, il nous parle de Yahvé, Jéhovah, il parle à l'église, il parle de Jésus. Celui qui parle là, et il dit qu'il est initié, africain, il ne l'est pas. En fait, il maîtrise juste les plantes et quelques rites qui peuvent lui permettre d'impressionner telle ou telle personne. Mais le vrai initié africain doit connaître la vraie nature de Dieu, d'après la pensée africaine, d'après la vision africaine du monde, qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, rien à voir avec le Dieu du Coran, rien à voir avec le Dieu de la Torah, rien à voir avec les divinités grecques. Il faut préciser ça parce que la pensée africaine est originale, elle est unique, puisque la plus ancienne est ancrée dans la connaissance des lois de l'univers. Donc un vrai initié doit connaître ce que j'ai dit là. Tout à fait. Et un tout fils d'initié doit devenir aussi un grand scientifique. Parce que la science part des principes métaphysiques de la contemplation de la source. Pour connaître les codes, les lois qui gouvernent l'univers. Et venir maintenant les manifester en produisant les ébauches qui doivent être perpétuellement perfectionnées. Donc on est dans le domaine des réalisations scientifiques, notamment dans le domaine de la biochimie, dans le domaine de la pétrochimie et dans le domaine de l'industrie textile, etc. Et on est aussi dans le domaine de la médecine, on est dans le domaine de l'architecture, on est dans le domaine de la production même artistique. Quelles sont les notes et les vibrations qui correspondent aux vibrations harmonieuses qui permettent, d'après
les rythmes africains, de faire vibrer l'esprit. En phase avec la nature et en phase avec sa communauté. Bien évidemment. Tout à fait. C'était une de mes questions. Quel regard porter justement sur l'évolution de la musique, du cinéma et des arts africains? Bon, pour l'instant, vous qui portez le regard d'Oudiat. Pour l'instant, Oudiat aura justement quel regard sur tout cela, hein? Sur la musique, sur le cinéma et sur l'art africain? Oudiat aura un œil critique, un regard critique. Mais non seulement critique, mais constructeur, ouvreur d'alternatives. Ouvreur d'alternatives, c'est-à-dire proposition. On critique, on monte les limites, on monte les déviances, après on monte la voie. Voilà, donc l'État de l'art. Dans l'art, il faut d'abord remarquer au Cameroun. Il faut d'abord remarquer que l'état de l'art au Cameroun et en Afrique en général est dans un état piteux. C'était pour moi. Parfois, j'ai honte d'être Camerounais. À qui le dites-vous? Quand on accompagne tout le temps des artistes comme nous autres, nous avons mal, très mal. Pas de statut, pas de salaire. Non, pas même il y a même d'abord le génie de l'artiste. Il produit la cacophonie, produit la bouillie. Ça, c'est... Non, mais là, dans ces cas-là, je parlais quand même de ceux qui, pour lesquels une carrière se dessine. Il y en a quand même. Mais alors, les conditions qui accompagnent et qui vont avec, ça manque aussi au Cameroun. Il faut le dire, il faut revoir pleinement le statut de l'artiste au Cameroun, docteur. Oui, le statut de l'artiste, ça vient après. Parce que les artistes qui sont capables de produire une musique que moi je vais écouter, qui va entrer dans mon oreille, ils sont très peu. Vous n'en voyez pas encore au Cameroun? Il y en a, mais ils sont très rares. Très bien. Ils sont extrêmement rares. Okay. Tous aujourd'hui, les jeunes, c'est des tapeurs de casseroles. Donc quand ils se lèvent, ils tapent les casseroles et ils mettent quelques paroles. Moi-même, je suis d'abord un ancien rappeur. Je suis d'abord un artiste et tu le sais. Voilà. Et en plus, un champion. Donc, je n'ai pas été un rappeur de chambre. J'ai été un champion. Donc, quand je parle de ça, j'ai fait partie des membres du jury aussi, où j'ai évalué les artistes. Mais qu'est-ce qui manque à la musique camerounaise pour qu'elle soit à la hauteur des aspirations? Il y a d'abord... Et qui pourrait justement s'allier à cette vision de la renaissance africaine, cette nouvelle renaissance africaine. Cette émission Oudiat, y compris Kemet Télévision, qui est la structure, notre structure, y compris l'association que j'ai créée au Vermoussoud, très bien, vont œuvrer pour créer des plateformes de réflexion, des plateformes éducatives. Quel type de thème, pour quel type de société. Les artistes sont aussi les lumières pour la société. Absolument, et ce sont des éducateurs. On a besoin des artistes qui éduquent la société. Même s'ils nous font danser, mais que le message soit quelque chose qui nous élève. Pas qui nous ramène vers le bas-ventre et le pilonnage. Ce sont des docteurs qui guérissent ou qui peuvent tuer des malades. Bien évidemment. Donc il faut que l'artiste camerounais ou l'artiste en général soit conscient de ce fait qu'il est porteur d'un médicament qui guérit. Voilà, bien évidemment. Ou alors, dans le sens contraire, ça à lui de voir. Et ce n'est que dans cette mesure, et ce n'est que dans cette mesure qu'on pourra commencer à prendre en charge certains artistes qui sont sur la voie de l'harmonie, de la vérité, de l'ordre, des cadences élévatrices. C'est ce qui rétablit pas des cadences avec chaotiques. Les autres, avec soi-même. Voilà. D'abord, vous l'avez si bien dit dans toutes vos explications. Donc il est temps vraiment pour l'instant, moi je ne peux pas soutenir les tapeurs de casseroles qui parlent des histoires de bas-ventre, de pilonnage, qui parlent de soulever les cabas, le banga est monté, etc. Moi je ne peux pas soutenir ce genre d'artistes. C'est-à-dire que fumer le banga, voilà une chanson, quelqu'un sort ça c'est une chanson ça. Donc, même si c'est un fumeur de banga, fumer le banga n'est pas mal en soi. Bon, mais je suis contre la cocaïne parce que le banga au moins c'est une herbe. C'est une herbe. C'est peut-être une parenthèse pour parler des drogues dans le milieu artistique. Oui, de plus en plus le tabac naturel, oui. Le cannabis. C'est pour moi, et il faut que chacun mesure sa capacité. Il y a des gens que quand lui prend ça, il pète les plombs. Partie de la nouvelle Afrique. Voilà, donc l'éducation, même au niveau de la quête d'inspiration, il faut que les artistes soient éduqués. Et il n'y a aucun cadre éducatif. Et vous voulez qu'on prenne en charge quoi? Si déjà il n'y a pas de cadre, doivent être canalisés, accompagnés, soutenus. Voilà, oui. Ça dit. Ça part de la base, les cadres, l'éducation, et après les productions, il y a ce qu'on appelle l'évaluation, la censure. Ce qui est bien donc qui passe en ce moment donc
on peut commencer à soutenir et entretenir ça. Et nous avons des possibilités sur le plan individuel, tant que sur le plan international, de créer des cadres où on pourra encourager les œuvres des artistes, etc. etc. Nous avons ces possibilités. Absolument. Mais pour l'instant, nous ne voyons pas ces artistes-là qui sont vrais. Beaucoup, pour réussir, partent se compromettre en entrant dans des choses bizarres et ils commencent à faire du n'importe quoi et tout ça. Mais ces gens, nous sommes très distants d'eux. Nous avons besoin des âmes pures, des corps purs. Vendeur de rêves aussi. Voilà. On croit qu'on peut être star en un jour. Il faut, voilà. En un jour, alors qu'une carrière, ça se travaille, ça se mérite. Je me souviens à l'époque. La durée sur du temps. Je me souviens à l'époque, avant de monter sur une scène de rap, on faisait 4 ans, 5 ans en écrivant des textes, en rappant, en faisant des clashs partout. Avant qu'on ne t'admette à monter sur une scène de rap, avant d'aller même faire. Dis que tu pars faire un beat et tu mets la voix dessus. Il faut être sûr que tu as rappé au moins pendant 4 ans, 5 ans. Et que dans ton milieu, on t'a apprécié. Tu es sorti de ton milieu, tu es allé à 2, 3 milieux, 4 milieux, on t'a apprécié. Et c'est ça qui t'encourage à enregistrer quelque chose pour faire donc écouter aux gens. Mais aujourd'hui, quelqu'un se lève, généralement même il n'a rien, pas grand chose dans la tête. Et c'est quelqu'un qui a raté la vie. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la musique, c'est-à-dire que en une journée, il part faire un enregistrement, il met la voix, il raconte n'importe quoi, et il balance ça dehors. Les stars d'Internet, les stars du buzz. Voilà. Bah oui. Donc, avec ce genre de situation, on ne peut pas encourager, ça. Donc voilà, Oujat est donc la boussole, l'émission boussole, tant dans le domaine de l'éducation que dans le domaine de la recherche scientifique fondamentale, dans le domaine de l'art en général. On a parlé de musique, la sculpture, la peinture, l'architecture et tout ce qui, même y compris les industries de mode. On va d'ailleurs chercher à contacter certains stylistes, modélistes qui font dans les tenues africaines, etc. Puisqu'il faut diversifier les thèmes et essayer d'approfondir, même interpréter les motifs sur les vêtements, etc., etc. Donc il y a un tas de sujets qui seront abordés dans cette émission et je pense que notre peuple sera de plus en plus satisfait. Merci bien, docteur Todd Abonné. Vous êtes en train de vanter l'image, la nouvelle image d'Oujad, la nouvelle image de l'Afrique. Oujad sera une lanterne, elle sera une lumière qui représentera justement les avancées de la nouvelle renaissance africaine, d'une Afrique qui présente un nouveau visage. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ces implications au réel sur le plan positif, dans les sciences et l'éducation et tous ces sujets-là, l'art et la culture, tous ces sujets-là qui ont agrémenté cette interview, c'est quoi précisément aujourd'hui? Bon, retenir tout simplement que nous avons pris l'initiative et cette initiative est réalisée à partir d'aujourd'hui, elle va continuer d'être réalisée. Chaque personne, en fonction de son domaine de compétence, pourra nous contacter pour voir dans quelle mesure elle peut collaborer avec nous pour améliorer ses travaux dans son domaine de compétences, en rapport avec la vision africaine du monde. Très bien. Ça, c'est déjà un engagement pratique et pragmatique que nous prenons ici. Que ce soit dans le domaine de l'art, que ce soit dans le domaine de la physique, des mathématiques, de la biologie, du droit, de l'économie, et que sais-je encore, même de la spiritualité, etc. Et même de la médecine. Nous sommes ouverts. Ces gens pourront nous contacter et je ne suis pas seul, je suis aussi avec une équipe, je suis avec des pères et des mères qui maîtrisent des choses. Donc si, c'est pas pour dire que je connais tout, mais on a le plan axial qui est la vision africaine du monde, l'idéal. Et la lumière qui doit éclairer chaque action et chaque rêve et chaque projection. Et maintenant, sur le plan pratique, nous travaillons en équipe, nous pouvons envoyer les gens vers telle personne, vers telle autre personne, et chacune de ces personnes trouvera satisfaction. Le numéro est affiché au bas de votre petit écran, madame, monsieur. Pour tous ceux qui aimeraient nous contacter, ce sera avec plaisir, justement, que nous vous accueillerons. On va dire un dernier mot, remercier évidemment le docteur Todd Abonné, justement, qui est toujours créatif, qui est toujours au labo,
justement pour vous sortir toutes ces bonnes thématiques qui nous accompagneront. Un mot justement d'engagement à leur endroit une fois de plus. Nous sommes en train de clôturer cet entretien, première émission de présentation, introduction hein, autour d'Ojat, de ce concept fort qui vient relever le visage de l'Afrique, docteur. Déjà, je te remercie, ma soeur Sekhmet, pour ton génie et ta maîtrise de l'art dans le domaine de la communication et le journalisme. J'ai rencontré écoutez, merci. Très rares qui sont donc, là, vous essayez de me flatter un peu. C'est aussi une manière de te demander d'aller de l'avant, de bien, continuer merci. de chercher, de Merci continuer de perfectionner ce que tu fais. Merci infiniment. Car notre peuple est à ta disposition. Tu es aussi le Ojat féminin du à peuple. fait. Donc, considère-toi aussi non seulement... D'ailleurs, Sekhmet, c'est Ojat, comme on a démontré là tout à l'heure. Exactement, madame. Donc, vous avez compris la signification. Au TEP, Oui. à toutes les sœurs de combat, à tous les frères de combat, votre humble serviteur, votre Shemsu Hor, votre combattant, que j'ai toujours été, demeure à votre service. Et si il y a des sollicitations, n'hésitez pas de nous contacter. N'oubliez pas aussi d'œuvrer à nous retrouver dans le cadre de Kemet Reconnexion. N'oubliez pas d'écouter toutes les autres émissions de Kemet TV qui sont pour autant des phares qui peuvent aussi apporter des choses dont nous sommes incapables d'apporter. Nous n'avons jamais eu la prétention de tout connaître. Donc toutes les émissions de Kemet Télévision et toutes les émissions qui font dans le domaine de l'éducation méritent d'être suivies et méritent d'être prises en compte. Donc à très prochainement, je dis bien vendredi prochain, en compagnie de ma soeur Sekhmet Onana Atangana. Merci beaucoup, docteur Tot, abonné, vraiment. Je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes ontologue, vous êtes métaphysicien et évidemment égyptologue. Vous êtes et serez notre expert permanent sur cette émission Ojat que je vous rappelle, nous lancions aujourd'hui. Et ça a été un réel plaisir justement d'échanger avec vous sur le concept même de cette lumière, de cette, j'allais dire, de cette lumière sacrée, de cette connaissance qui vient s'installer et s'asseoir. Hein, alors où nous sommes à la renaissance de cette nouvelle Afrique. Madame, monsieur, Ojat n'est pas qu'une émission, je vous l'ai dit, c'est une mission. Une voix qui s'élève pour restaurer l'héritage africain, pour relever des mémoires, pour inspirer une jeunesse en quête de sens. L'Afrique, riche de ses traditions, de son histoire, de son génie, doit se réapproprier sa narration, son histoire vraie et affirmer sa place désormais dans le monde. Aujourd'hui, nous avons lancé un appel à la conscience, à la fierté, à l'action, parce que l'Afrique ne subit plus. Elle se relève désormais, elle s'impose, elle avance et Ojat est là pour être le témoin, la lumière et la force de cette avancée. Madame, monsieur, nous vous disons que l'histoire commence maintenant, l'Afrique se lève et le monde écoutera certainement. C'était Ojat pour vous, madame, monsieur, sur Kemet Télévision, au cœur de la renaissance africaine. J'étais pour vous, Sekhmet Onana Atangana, accompagné évidemment du docteur Tot, abonné à la réalisation. Nous avions de l'autre côté, vous ne le voyez pas, c'est Messi qui assure là-bas et tout simplement à la régie à côté pour superviser tout ce que nous faisons ici en studio, c'était Magneux. Tout simplement. À très vite et restez scotchés sur tous nos programmes. Écrivez-nous, vous avez toutes les adresses, tous les numéros de téléphone. Commentez, likez, dites-nous comment améliorer le programme, ce qu'il faut en plus. Merci et à très vite.